la zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots check. La France de Tango Bonsoir, de Tango 3, et niveau 0, est coché, attendez. Eh bien, bonsoir, de... Conseil, bonsoir, de 200, attends, Air France, en 200. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to return flight number 84 London Heathrow. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Présentée par Sébastien, Nicolas et Cynthia. Jamais s'en sortir de ces histoires. Si c'est bon, ça y est, ça marche. Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus dans l'émission. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau début de semaine. Et là, normalement, on doit entendre Nico qui est connecté, si tout va bien. Et on devrait retrouver aussi Cynthia dans un instant. Pas de barre mobile? Non, pas de barre mobile. Ça va, Nico? Est-ce que tu nous entends bien? Parce que moi, j'entends plus rien, là. Ça va, Nico? Ah, Nico nous entend plus. Moi, j'entends Oui, plus rien. ça y est. Ah, ça y est. Ah oui, c'est parce qu'il avait coupé le... Bonsoir à tous. Nico nous entend plus. Si, ça y est. Ah, par contre, là, je m'entends en écho, Nico. Voilà. Ah, voilà, c'est Ah mieux. ouais, j'espère que vous allez bien. Ouais, ok. Par Oui. contre, je t'ai plus en retour là. Ah bah, je sais pas, moi, je t'entends. Voilà. Je t'entends. Est-ce que vous entendez Nico? Est-ce que vous Je sais m'entendez? pas, moi, je t'entends. Ah là, par contre, il y a de l'écho. Oui, Je m'entends. bah oui, mon micro il marche. Par contre, mon oreillette elle marche plus. Vous entendez Nico? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends. Ah, là, par contre, il y a de l'écho. Oui, je m'entends. Oui, mon micro, il marche. Ah oui, là, j'ai de l'écho de partout, là. Ça doit repasser par ton micro. Ah, ouais, là, on n'entend plus. Alors, on va retrouver Cynthia aussi. Mais ne oui, bougez parce pas. que parce qu'en fait, pour Trouver Cynthia aussi. Mais oui, parce que... moi je t'entends plus. En fait, Donc du coup, je suis obligé de passer par mon téléphone. Ouh là là, oui, mais là, ça va être compliqué, là. moi, je t'entends dès qu'on... Oui, je m'entends. Oui, mon micro, il marche. Parce que là, en fait, on entend le son de ton téléphone. Ah, donc, on a 10 secondes de décalage sur tout. Ah oui, là, j'ai de l'écho de partout. Là. Par ton micro. On n'entend plus. Alors, On va retrouver Cynthia aussi. Et on a là une autre qui va être utilisée plus à des fins agroalimentaires ou cosmétiques. ouais, ça va être pareil que Nico. À Grasse, la spécialité. Pas retour micro sur Discord. Sur Discord? À la fleur d'oranger. Comment ça? Je comprends pas trop, en fait. Là, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que je pars dans le vide, en fait. Est-ce que par exemple, est-ce que le chat m'entend? 1, 2, 1, 2. C'est le grand moment de solitude. 1, 2. Normalement, ça doit passer, là. Oui, vous m'entendez? Bon. Alors, on a... Seb, Oui. Seb, c'est nickel pour toi. Ok, d'accord. Bon. Je vais essayer d'incruster Cynthia, ouais, les en amis. fait Ouais. sur Nin. Je sens que ça va être épique, cette histoire. Vas-y, Nico. Est-ce que Nico nous entend? Alors Seb, Oui. sur Ninja, moi je ne t'entends plus. Voilà. Donc là, je suis branché sur mon téléphone. Donc Ouais. je t'entends par mon téléphone, mais il y a 10 secondes de retard. Oui, bah oui, c'est normal parce que ça passe par le live. Voilà, donc en fait, il faut pas que tu passes par le live, Nico. Il faut, je sais pas pourquoi Ninja, moi Ninja normalement, on m'entend. Tu m'entends, Cynthia, toi sur Ninja? Vous entendez rien sous Ninja? Ouais, donc je disais. Là, vous m'entendez sous Oui, Ninja? je t'entends. Mais c'est parce que là, je t'entends que par mon téléphone et il y a 10 secondes d'écart. Ouais. Et là, vous m'entendez ou pas? Cynthia, Ah, tu ça y m'entends est, sous c'est Ninja? revenu. J'ai rien touché. Alors là, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, en tout cas, vous m'entendez, donc c'est ce qui compte. Bien, bonsoir les amis. Nickel. Bon, bah, on y arrivait. Soyez les bienvenus Bonsoir dans à la zone, tous. en ce mercredi soir. Bah oui, en fait, je crois que c'est la première fois qu'on se retrouve tous les trois
incrustée ici au bar de la zone. Il me semble que c'est une première. Voilà, vous nous pardonnerez. Bon, j'espère que le début de semaine s'est bien passé et on met le cap sur la dernière émission du mois de mai, hein, parce que ça y est, on y est, c'est le dernier mercredi de mai. Bienvenue à Yasto, ou Yasto, je pense. Soit le bienvenu, Yasto. Tout le monde fait le pont, là. Ouais, il y a une partie des gens qui font le pont. On est chacun chez soi, là. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, et puis après, voilà, il y a l'alignement des plannings aussi qui font que... Hein. Voilà. Alors, évidemment, on va faire un petit rappel, comme d'habitude. Je rappelle à votre excellente mémoire que le dernier replay qui est en ligne sur YouTube, c'est le lien avec Achille de la compagnie Wizz Air, qui est copilote, et qui sur Abios A320, qui était venu nous voir il y a 15 jours. Le replay est en ligne sur YouTube. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous invite aussi à aller voir l'excellente émission que nous avions eu l'occasion de faire avec Michel Tonini, astronaute, qui est aussi en ligne. Allez faire un tour pour découvrir un petit peu sa carrière, c'était assez incroyable. Donc n'hésitez pas. Voilà, la chaîne YouTube, elle vous est ouverte. N'hésitez pas à commenter, à relier les vidéos, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait grossir la communauté. Et ça y est, cette semaine, on a passé les 2000 abonnés YouTube. Alors pour certains, c'est tout petit. Pour nous, en fait, c'est sympa, parce que c'est des vrais viewers, c'est des vrais followers, c'est des vrais abonnés. Et c'est cool. Donc merci à vous, et on espère que ça va continuer sur cette dynamique. Hein. Plus de 2000 déjà dans la communauté de la zone. Pour une petite niche comme nous sommes, et bien du coup, ça fait plaisir. Voilà. Merci à tous, continuez à nous mettre des pouces et tout, allez-y. Ouais, des commentaires, ça c'est bien. Si vous aimez les lives et que vous souhaitez réagir aussi en direct pendant les émissions, c'est ici hein, sur YouTube, vous cliquez sur la petite cloche qui est en dessous, et comme ça vous avez les notifications sans aucun problème. Et puis la manière de nous soutenir, c'est par les abonnements Twitch, les subs que vous pouvez prendre, les Prime, les abonnements Prime vidéo, si vous êtes abonné Prime, c'est gratuit pour vous pendant 30 jours. Et puis vous pouvez aussi offrir des abonnements. Il faut que la personne soit inscrite sur Twitch, mais si vous connaissez quelqu'un qui aime l'aviation, vous pouvez lui offrir un sub. Nous, ça nous soutient, lui, ça lui fait découvrir. Et puis voilà. Alors, est-ce qu'on relance la proposition des subs? Que si on a 5 subs, on annonce le programme du mois prochain ou pas? Ah, mais là, on va être obligé d'annoncer le programme du mois prochain parce que c'est la dernière émission. Mais non, il faut pas leur dire ça. Bah si. Il faut les inciter à faire des subs. Bah oui, mais c'est ce que je viens de faire. Maintenant, voilà, il faut quand même qu'on annonce le programme. On a fait ça lundi. Bon, bah voilà, on en a eu que 2. Il en manquait 3, mais voilà. On salue Free Flight qui est aussi connecté, qui est là. Vidéo spatiale avec Michel. Merci Philémon. La modération qu'on remercie aussi d'être là, présent quasiment sur tous les lives, qui nous aide beaucoup en publiant les liens et en interagissant avec ce qu'on dit. C'est super. Merci à vous. Si, une petite annonce, Julot le confirmera sûrement dans le chat, mais a priori, cancel de l'émission de Push to Talk de vendredi. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de chroniqueur. Enfin, en tout cas, il y en a, mais que 2. Donc, je crois que l'émission, elle est reportée. Et Julot le confirmera évidemment dans le chat. Donc, le prochain rendez-vous Push to Talk, ce sera le mois prochain, en milieu de mois. On verra ça justement à la fin de l'émission quand on parlera du programme. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bien, bon, écoutez, on vous a préparé une petite actu là, Cynthia m'a envoyé ça hier, donc on va découvrir tout ça ensemble, et puis si vous le voulez bien, avant de démarrer l'actu, on va déjà déposer le plan de vol de l'émission de ce soir. Allez, c'est parti. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Elle arrive, cette trêve estivale va nous faire du bien, d'autant plus qu'on a les petites alertes, là je viens de me rendre compte, qui ne fonctionnent pas, il va falloir tout remettre à plat. On va passer un bel été, ça va être beau encore. Voilà, bien, le sommaire. Non, je ne vais pas Ibiza, ni à Mykonos, ni l'un ni l'autre. Voilà, je bâche pour cet été, je vais être obligé de refaire de la programmation. Mais c'est comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Il y a quelqu'un qui sera déçu. Hein. Ouais, sûrement. Mais bon, c'est comme ça. L'actualité du terminal dans un instant. On l'a dit, 6 petites news à vous partager. Puis ensuite, une séquence découverte. Vous connaissez peut-être pas la chaîne, mais en tout cas,
Vous ne connaissez pas ce dont on va parler ce soir. On va découvrir une personne, un visage qui est derrière un projet. C'est Jean-Hugo de Cockpit, de la chaîne Cockpit sur YouTube qui est avec nous. On parlera avec lui, déjà on va le rencontrer. On va découvrir qui il est, on va découvrir pourquoi il a voulu fonder cette chaîne Cockpit qui regroupe plein de vulgarisations aéronautiques, notamment en termes de théorie. Et puis vous pourrez lui poser vos questions, vous pourrez lui donner des suggestions, vous pourrez échanger avec lui. C'est le principe de l'émission de ce soir, donc n'hésitez pas, ça se passe dans le chat. Je vous rappelle, encore une fois, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Vous mettez vos questions, on les met de côté et on intervient avec Jean-Hugo et on discute tous ensemble pendant 1 heure. C'est le concept de l'émission de la zone aéro, vous connaissez maintenant le principe. Fin d'émission aux alentours des 21h50, 21h55. La foire aux questions, la remise de gaz, dernière séquence de l'émission. Et justement, on vous parlera du programme du mois de juin qui est bouclé. On vous a préparé aussi pas mal de choses au mois de juin. Peut-être un petit peu moins d'émissions que le mois de mai, mais tout aussi qualitatives, je vous le garantis. Ça devrait être sympa. Et puis, il y a déjà des dates qui sont posées pour le mois de juin jusqu'à la trêve. On rappelle que la trêve estivale, la dernière émission, le dernier live, sera le 12 juillet ici au bar de la zone originelle, si on peut dire, avec tout plein d'invités. Ça devrait être assez sympa. Voilà, je vais repousser. Alors attention, Cynthia, regarde bien, t'es prête? Je suis jalouse. 3. Je suis jalouse. Oui, mais voilà. Comment il fait ça bien? Oui, mais voilà, Evelyne Delia est en moi. Non, c'est Brigaudin qui est en toi. Merci, je te remercie. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite l'actu du terminal. L'actualité du terminal. News, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. L'actualité du terminal de ce soir, c'est vrai qu'on en a eu pas mal cette semaine, mais on vous a quand même trouvé certaines petites choses. Et d'ailleurs, c'est Cynthia qui va nous parler d'un gros contrat. C'est ça, un gros contrat, donc c'est le déjà ça commence mal. CLS, une filiale du CNES, donc de l'aérospatiale, qui s'occupe particulièrement des satellites, de la surveillance de la pêche et des animaux en fait par satellite, qui a réussi à avoir un gros contrat. Donc il y avait déjà un premier contrat qui avait été établi en 2020 de 43 millions. Quand même, c'est pas un petit contrat. Mais alors là, ils ont fait un doublé gagnant. Ils ont réussi à avoir la deuxième partie du contrat pour la météo marine en Indonésie. Le projet consiste en fait à développer l'intelligence artificielle pour alerter plus précocement les populations par rapport aux inondations côtières. Et donc, cette filiale du CNES va s'occuper de ça. Et le contrat est élevé à 100 millions d'euros. Donc, c'est quand même une très, très belle pêche pour cette filiale dans le CLS du CNES. D'accord. Donc, bravo à nos petits Français. Bon, voilà. Une belle avancée. On a toujours bien travaillé de toute façon en France. Oui. Exactement. En général. Ok, merci Cynthia. On va continuer pour parler d'incivilité. Vous avez vu, c'est une bagarre dans un avion. Je vous laisserai deviner la compagnie. Mais en fait, c'est juste une image d'illustration parce que je ne vais pas parler de cette compagnie-là. C'est un rapport qui est sorti qui précise que les incivilités à bord des avions explosent littéralement depuis la fin de la crise du Covid-19 avec une hausse, tenez-vous bien, de 37% des incidents en 2022 selon le IATA et 70% en France d'après la DGAC. Donc 37-70, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses. Cette montée des tensions s'explique notamment par divers facteurs qui sont, selon toujours pareil l'étude, le stress lié au voyage, l'espace restreint, beaucoup de fois l'abus d'alcool ou d'autres substances, on va dire, un certain relâchement des normes sociales depuis le Covid aussi, et aussi des séquelles post-pandémie. Alors qu'est-ce qu'on peut voir derrière? Je ne sais pas, mais que sont les séquelles post-pandémie? Je ne vois pas trop. Bon, ma foi. On va faire souffler le ballon, là, tous les passagers avant de monter. Peut-être qu'on y arrivera. Et parmi les comportements à proscrire, le refus des consignes. L'expression gonfleur d'aile. Ouais. On a constaté un refus des consignes de sécurité. Qu'est-ce qu'on a vu encore? La consommation d'alcool non autorisée, l'usage de cigarettes ou de vapoteuses à bord, agressivité verbale ou physique, carrément, notamment des PNC, des excès de bagages avec des gens qui s'énervent, ou encore des nuisances sonores, voilà, des gens qui ont en fait des enceintes connectées et puis qui mettent la musique à fond dans l'avion.
Voilà, donc cherchez l'erreur. Hein. Ces actes peuvent entraîner des amendes qui peuvent être assez élevées, puisque ça peut aller jusqu'à 75 000 € d'amende, des peines de prison, des interdictions de vol, et qui sont liées à des déroutements qui sont coûteux, et les compagnies en fait se retournent après contre les auteurs, voire des poursuites judiciaires au niveau international. Hein. Donc ça rigole pas quand même. Hein. Face à cette situation, les compagnies et les autorités renforcent la prévention, mais également la formation des équipages, et puis adaptent la législation pour répondre le mieux possible à toutes ces dérives. Des campagnes de sensibilisation et des mesures strictes visent à essayer d'endiguer le phénomène, et les passagers sont appelés à faire preuve d'une part de civisme, ça paraît un petit peu essentiel, mais il faut le rappeler, à limiter la consommation d'alcool avant de monter dans l'avion et même dans l'avion, et puis à suivre certaines règles bien logiques pour garantir des voyages sûrs et sereins pour l'ensemble des usagers. Voilà pour ce petit rappel. Sur les bateaux, on les jeter par-dessus bord, là, on peut pas faire pareil un peu. Bah non, parce que déjà ils essaient d'ouvrir les portes. Alors, on met des sièges sur les ailes, hein, on leur fera prendre l'air. Ouais, pourquoi pas. Et on continue. Ça, c'est comme le capitaine Crochet. On va les mettre au bout de l'aile et on va les menacer de les jeter si, voilà, s'ils s'abordent l'équipage. Donc, à qui est ce bagage ? Et oui, à qui est ce bagage ? Donc, pour votre information, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a quand même 36 millions de bagages qui ont été perdus, égarés ou retardés durant l'année 2023. Donc, je trouvais que c'était important d'en parler parce que des bagages perdus, on dirait que c'est pas souvent que ça arrive. Pourtant, ça arrivait plus de 5% sur les 36 millions. Donc, j'ai pas fait le calcul des 5% de 36 millions, mais ça arrivait un certain nombre de fois. Retardés, ils sont à 77% retardés, donc c'est quand même un gros phénomène qui arrive régulièrement. Et endommagés, 18%. Donc, sur ces 36 millions qu'il y a eu en 2023, il y a ces pourcentages-là. Et en Europe, on est les champions. On perd quand même 10,6 millions de ces bagages qui sont perdus au niveau mondial sur les 36 millions. Donc, on est quand même très, très bon. Et les moins... Alors, ceux qui se débrouillent le mieux, ce sont les Asiatiques qui n'ont perdu que 3 millions de bagages. Donc, c'est quand même eux les champions. Et je vais vous sortir le classement que j'ai récupéré des aéroports à éviter pour ne pas perdre ces bagages. Alors, il y a quelques petites coupures, Cynthia. Je ne sais pas si la connexion est très bonne. Nous avons un champion en numéro 1, l'aéroport de London Heathrow, quand même, qui a perdu énormément de bagages en 2024. Alors, Cynthia, ta connexion, elle est coupée. Hein. On entend un mot sur 3, 4. Enfin, est-ce que vous m'entendez ? C'est très coupé, c'est saccadé, et là, t'es figé, d'ailleurs. C'est mieux, là ? Non, c'est toujours figé. Enfin, en tout cas, moi, on te voit figé. Vas-y. Ah. Est-ce que c'est mieux ou pas ? Ah, ça y est, ça a l'air d'être revenu. Vas-y. Tu nous fais le coup de Sophie Marceau ou quoi ? Est-ce que là, c'est mieux ? Ouais, j'ai l'impression que c'est mieux. Ouais. Je fais même le mime Marceau. Ah non, c'est bon, là, c'est revenu. Je disais donc que nous sommes les... Ah, parfait. Donc, je disais que nous sommes les champions au niveau européen de la perte de bagages. C'est nous qui en perdons le plus par rapport à l'ensemble au niveau mondial. On en perd 10 millions sur les 36 millions qui sont perdus. Donc, on est quand même très bon. Et en numéro 1, nous avons l'aéroport de London Heathrow qui perd le plus de bagages. Et en numéro 2, honte à nous, on ne peut pas être bon dans tout, c'est l'aéroport de Charles de Gaulle qui perd le plus de bagages. Ça m'étonne pas. C'est quand même très triste que nous soyons dans ce classement. Et en 3e position, on ne dirait pas, mais l'aéroport de Dubaï. Okay. L'aéroport de Dubaï perd le plus de bagages, suivi de Istanbul, Francfort, il y a de perdre autant de bagages. Donc j'avais quelques conseils à vous donner. Il faut éviter les bagages sombres. Les bagages sombres sont les plus perdus parce qu'ils sont facilement peu reconnaissables et quand on les retrouve, ils sont mis dans un hangar gigantesque et pour les retrouver, c'est un enfer. Donc je vous conseille un bagage coloré. C'est très bien la couleur, en plus pour les vacances, ça donne un petit goût d'avant-goût de vacances. Et un signe distinctif, si vous avez un foulard ou par exemple, vous savez, il y a toujours des
des sangles pour serrer les valises. Vous pouvez mettre une sangle d'une couleur particulière ou d'un motif particulier pour reconnaître le bagage. Et les bagages de couleur sont moins abîmés que les bagages de couleur foncée, donc gris, noir. Ils sont beaucoup plus abîmés. C'est les statistiques qui sont sorties. Et on peut mettre Voilà des pour la stickers. petite Des autocollants. Ou des stickers, tout à Ouais, fait, des qui soient stickers, identifiables. Ben, vous en commandez sur la boutique de la zone aéro, puis vous mettez des stickers de la zone. Exactement. Voilà. Voilà, c'est une bonne idée, ça. Ok, Tu vois, merci, Cynthia. ça y est, j'ai su comment l'amener là pour les stickers de la zone, tu vois. Bah, c'est parfait. On continue avec, dans la série J'ouvre la porte, hein, on en parlait tout à l'heure, bis repetita, puisque un vol de All Nippon Airways entre Tokyo et Houston a connu une frayeur en plein ciel, lorsque 9 heures quand même après le décollage, un passager a tenté d'ouvrir une issue de secours, alors que l'appareil volait à 10 660 mètres au-dessus de l'État de Washington. L'incident s'est produit à bord d'un Boeing 787-900, alors que la majorité des passagers d'ailleurs étaient endormis. Et selon des témoins, l'homme s'est brusquement levé pour se précipiter à une porte de sortie. 2 vétérans de l'armée américaine qui étaient à proximité, assistés par le personnel de bord, sont intervenus immédiatement pour le maîtriser. Ils l'ont attaché à un siège avec des liens autobloquants. Et grâce à leur sang-froid, aucune issue n'a été ouverte en vol. Et le vol a pu être détourné en toute sécurité vers l'aéroport de Seattle. À l'arrivée, l'individu a été pris en charge par les forces de l'ordre, puis transporté à l'hôpital. Après ce qui semble être un épisode médical, comme ils ont dit. L'ANA n'a pas précisé si des charges étaient retenues, mais l'affaire relance le débat sur la sécurité et la gestion des comportements imprévisibles en vol. Et bonsoir Cro-Blanc, qui vient d'arriver dans la communauté de la zone, soit le bienvenu. Voilà, donc encore des frasques de gens qui veulent ouvrir des portes. Ils n'ont pas compris qu'en plus, s'ils ouvrent la porte, ils sont aspirés à l'extérieur. Quand même ballot. Voilà. On continue ? Non, je vais prendre mon propre avion, moi, la prochaine fois. Ah, il va falloir. Décidément. Je crois que les incivilités, c'est de pire en pire. Hein. Eh bien, visiblement, oui. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le procès Boeing 737 MAX. Alors, oui, on continue. Oui, vas-y. Et oui, comme vous le savez tous, il y a eu pas mal d'incidents sur le 737 MAX et il y a eu notamment 2 crashs en 2018 et 2019 qui avaient causé 340 en cours et il va être évité, en tout cas en ce qui concerne le procès d'État, il va être évité et arrangé par un juge du Texas. Pourquoi ? Un juge va être très très importante au niveau commercial pour eux. Hein, c'est quand même un représentant du pays qui ramène beaucoup d'argent dans le pays, Boeing. Donc ils vont essayer de s'arranger et le procès serait évité, en tout cas en ce qui concerne la partie procès d'État, en devant payer un certain nombre quand même de millions pour pouvoir s'arranger de ce procès. Donc il y a pour 1,1 milliard de dollars qui seraient payés, dont 444 millions qui iraient au fonds des victimes des familles. Des familles des victimes, pardon. Pour arranger, pour essayer de limiter la casse au niveau du coût financier que ça pourra amener et de tout ce qui pourrait arriver en fait au niveau professionnel, puisqu'il pourrait y avoir des impacts des personnes qui seraient virées, qui perdraient leur emploi et ça pourrait causer beaucoup de problèmes pour Boeing. En tout cas, le procès civil, lui, aura toujours lieu et il est toujours prévu dans les prochains mois qui vont suivre pour pouvoir quand même donner le verdict de quelle sera la sentence pour Boeing quand même par rapport aux familles des victimes. D'accord, ok. Merci beaucoup. Et puis écoute, on termine par une petite page histoire, et peut-être que Nico pourra en rajouter. Alors, on ne va pas se reporter il y a très longtemps. C'était, je me souviens. Voilà, le 28 mai, parce qu'on est le 28 mai évidemment, 28 mai 1987, donc il y a une quarantaine d'années. C'est un jeune pilote allemand de 18 ans qui s'appelle Matthias Rust, qui provoque littéralement un séisme politique en pleine guerre froide, puisqu'il réussit l'exploit d'atterrir, enfin l'exploit ou non, selon ce que diront certains, d'atterrir à un Cessna 172 juste à côté du Kremlin. Alors pour la petite histoire, il est parti de Hambourg pour un périple en Europe du Nord. Il va modifier son appareil, il va enlever des sièges, il va mettre des bidons pour rallonger un petit peu l'autonomie. Puis il décolle d'Helsinki en prenant une destination complètement inattendue. Il décide de prendre la direction de Moscou.
Alors déjà à l'époque, il fallait oser. Hein. Après avoir traversé l'espace aérien soviétique sans être intercepté, personne ne le voit. Il arrive à survoler la place rouge, mais il se rend compte qu'il y a vraiment trop de monde. Il voulait se poser là et il ne peut pas. Et du coup, il atterrit une centaine de mètres plus loin, au cœur du pouvoir soviétique, juste à côté du Kremlin. L'événement va mettre en lumière des failles béantes de la défense aérienne de l'URSS. Et Mikhail Gorbatchev, qui est au pouvoir à l'époque, cherche un prétexte pour purger notamment l'armée de ses opposants. Et il va saisir l'occasion pour pouvoir le faire. Il y a plus de 300 hauts gradés, dont le ministre de la Défense, qui vont être évincés suite à cet incident. Et Rust, qui a présenté son geste comme plutôt un appel à la paix, va être condamné quand même à 4 ans de travaux forcés, mais finalement il va être libéré après 432 jours, donc un peu plus d'1 an quand même. Et son atterrissage improbable devient un symbole, le symbole de la vulnérabilité du régime, et accélère les réformes de Perestroïka et de Glasnost, qui vont contribuer à détendre les relations Est-Ouest. Donc Perestroïka et Glasnost, c'était l'ouverture économique et l'ouverture sociale à direction de l'Europe de l'Ouest. Voilà, c'était le 28 mai 1987. C'est vrai qu'à l'époque, on ne comprenait pas pourquoi dans ce sens-là, quoi, en fait. Oui. C'était plutôt les gens de l'Est qui voulaient venir du côté ouest, en fait. Et, il y avait une histoire comme ça, il y avait une famille, là, 2 familles, en fait, qui avaient construit un ballon en cachette pour s'échapper pour passer le mur, en fait, en Allemagne. Et ils ont réussi? Oui. Ok. Ils avaient fait 2 tentatives, et donc ils ont cousu ça chez eux le soir, en rentrant du travail, tout ça, et puis à soir, ils sont partis avec la voiture, la remorque et tout ça. Ils ont gonflé le ballon, donc un ballon comme une montgolfière, ils ont construit. Et ils ont réussi à passer donc le mur alors je ne sais plus si c'est le mur du Berlin, mais bon, c'était la frontière Est-Ouest à l'époque de la guerre froide, quoi. Donc, parce que c'était plutôt dans ce sens-là, en fait. Les gens, ils voulaient vraiment plutôt aller à l'Ouest plutôt que aller se poser sur Moscou, quoi. Ok. Bon, après, il y a plein d'autres petits exploits comme ça, où il y en a qui sont passés sur l'Arc de Triomphe, etc. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà. C'était un 28 mai, donc c'est un peu un anniversaire. Allez, les amis, si vous avez des choses à rajouter, commentez. Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est quand... je disais, moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est quand j'entends Nico, dès qu'il voit la photo, il sait de suite de quoi on va parler. Il est impressionnant, Nico. À chaque fois, il voit une date, bim, c'est un pro de l'histoire de l'aviation. Non, faut pas exagérer. C'est ça. Allez les amis. Petite anecdote aussi, c'est que le Cessna, là, c'était un Cessna qui a été construit à Reims Aviation. Oui. Ouais. Et donc Reims Aviation qui était dirigé par Pierre Klostermann, l'as des As français de la Deuxième Guerre mondiale avec 33 victoires. Bon, je m'arrête là. on dirait une bise de moment. Les amis, je vous propose de passer à la séquence suivante. Évidemment, vous pouvez continuer les débats. Il y a d'ailleurs des rubriques pour ça sur le Discord, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis nous, ce soir, on va parler un petit peu de théorie avec notre invité. C'est Jean-Hugo de la chaîne Cockpit. Alors la chaîne Cockpit, vous l'avez peut-être déjà découverte sur YouTube ou pas. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on va vous la faire découvrir ce soir. On va rencontrer un projet original consacré à l'aviation. Il y en a certains qui sont cool, et là c'est le cas. Donc on va parler de la chaîne Cockpit avec son créateur, Jean-Hugo Roux, qui est avec nous. Et puis on va le découvrir tout de suite dans un instant. Le temps de passer le petit jingle, c'est la théorie avant la pratique. Cap de l'émission sur l'invité, et c'est maintenant. Un peu de théorie? La salle de cours de la zone aéro vient d'ouvrir. Prenez place. Et on va retrouver Jean-Hugo qui est avec nous et on le voit. Normalement, ça doit fonctionner. Bonsoir Jean-Hugo. Écoute, a priori, ça a l'air d'être pas mal. Est-ce que le chat entend bien Jean-Hugo? Dites-nous les amis. Dites-nous si vous entendez bien. Et comme ça au moins. Alors on attend les réactions. Logiquement, alors attends, je vérifie, mais ça doit fonctionner. Est-ce que vous entendez Jean-Hugo ou pas, les amis? Dites-nous. Parce que là, il y a... Ce serait bien. Ah, non, on l'entend pas. Ah, c'est peut-être à cause de ça, alors. On n'entend pas Jean-Hugo. Bon. Ouais.
Oui, alors attends, je vais vérifier une petite chose. Dites-nous si vous entendez bien. et comme Hop, ça- ne bougez pas les amis. Si je fais ça, vas-y Jean-Hugo, est-ce que tu peux réessayer, puis on va voir si ça passe. Bonsoir à tous. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous l'entendez? Dites-nous. Allez, oui, yes, c'est bon, ça marche. Bon, impeccable. On y arrive. Jean-Hugo, merci de nous rejoindre, ça fait plaisir. Donc une chaîne YouTube sur une chaîne Twitch, c'est un peu original. Mais avant de démarrer les questions, parce que je suis persuadé que Nico et Cynthia, ils ont tout un tas de questions à te poser, on va faire comme d'habitude une petite séquence présentation avec le petit chrono qui s'affiche sur le côté en 1 minute. Tu nous fais un petit peu ton parcours, les origines du projet, puis on rentre derrière dans le vif du sujet. Ouais, pas de souci. Allez, c'est parti. 1 minute, c'est tendu, hein, mais bon, du coup, moi, comment j'ai découvert l'aviation, c'est, je pense, comme beaucoup d'enfants, à un moment, je me suis intéressé aux avions et notamment au modélisme. Alors, je l'ai jamais pratiqué parce que c'était un peu onéreux, mais j'ai mangé pas mal de magazines, si tu veux, pendant des années. Je pense, des mois, je regardais ça et c'était vraiment, ça me passionnait. Après, parce que j'ai quand même connu un monde sans ordinateur, je crois qu'un de mes premiers jeux, dès que l'ordinateur est arrivé à la maison, c'était Microsoft Flight Combat Simulator. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes. Et j'ai aussi eu, évidemment, des Flight Sim. Donc, je les ai pas mal poncés, mais bon, c'était pas l'expérience la plus incroyable non plus, parce que ça a toujours demandé pas mal de ressources et on n'était pas très bien équipé niveau informatique à la maison. Mais j'en ai quand même pas mal profité. Et après, j'ai découvert l'hélicoptère un petit peu plus tard grâce à un ami de la famille qui faisait en fait le taxi sur la Côte d'Azur. Donc, j'ai entrepris d'ici là de potentiellement devenir pilote d'hélicoptère dans la marine. Le projet n'a pas abouti. Donc, à titre privé, je pouvais évidemment pas non plus m'offrir ni l'hélico ni l'avion. Donc, je suis parti sur un tout autre type d'études. Et finalement, c'est quelques années après où la vie m'a amené à me poser à côté d'un aéroclub, en fait, où j'ai poussé les portes de cet aéroclub. Et j'ai débuté par un PPL et de fil en aiguille. Après, je suis devenu notamment plus investi au niveau de ce club, en étant d'abord au conseil et puis maintenant au bureau. Donc, si tu veux, voilà, l'aviation, globalement, prend de plus en plus de place dans ma vie. Mais c'est né de pas mal de frustration au début et encore aujourd'hui c'est vrai que j'évolue plus, même si je vole plus énormément depuis 2 ans, toujours pour des raisons financières, j'évolue quand même plus sur des machines typées classe 3 ULM. Voilà. D'accord, bah écoute, c'est déjà un beau petit parcours. Et exactement. Puis on va parler un petit peu plus en détail de la chaîne juste après, mais je suis persuadé que Cynthia et Nico ont déjà des questions à te poser. Ouais, alors, ouais, bah oui, modélisme, j'ai entendu modélisme. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu as construit, qu'est-ce que tu as fait, Comme je te dis, moi, j'ai pas vraiment pratiqué le modélisme en réel parce que c'était, on parle là des années 90, donc il n'y avait pas forcément encore Internet, c'était pas autant accessible. Donc, j'étais déjà plutôt orienté hélico, hein, j'aimais bien ça. Et j'avais en revanche un simulateur avec la télécommande, tu sais, pour l'ordinateur. Donc, mais c'était vraiment de l'amusement hein, à l'époque. J'ai pas poussé plus que ça dans les. Enfin, j'étais surtout ébahi par les maquettes, quoi, tout ce que je voyais en photo. D'accord. Et donc, Combat Flight Simulator, t'as commencé à piloter sur Combat Flight Simulator. Ouais, piloter, c'est un grand mot aussi. Hein, c'était vrai, comme je te dis, c'était des approches vraiment enfantines hein, au départ, mais j'ai pas mal joué à ce jeu-là et j'ai notamment essayé de passer sous la Tour Eiffel à l'époque, qui était très pixelisée et qui disparaissait, mais je me suis amusé à essayer de le faire. Et j'avais pris ce jeu pour toi qui est plutôt qui parlait des as de l'aviation à l'époque, notamment parce que j'ai aussi été bercé par on va dire les histoires de mon grand-père qui a connu Gustave Daladier, je sais pas si ça te parle, qui était un as de l'aviation et qui a notamment s'est posé sur le Ventoux en marche arrière. Ça c'est une histoire que j'ai entendue des dizaines de fois étant enfant. Un jour de Mistral. Exactement. Ah ouais. Sympa. Donc voilà. D'accord.
Cynthia, est-ce que tu as une question? Ah, c'est intéressant. Alors, moi j'ai une question, oui. Je me demandais à quel moment tu t'es dit que, du coup, comme tu parlais que l'aviation, t'as pas pu en faire ce que tu voulais comme tu voulais. À quel moment tu t'es dit, est-ce que je peux pas prendre une filière annexe pour être toujours dans le milieu de l'aviation sans être pilote ou je sais pas comment on appelle ça, ou coéquipier, parce que sûrement dans les hélicos ça fonctionne peut-être pas comme dans les avions au niveau des équipages, mais voilà, à quel moment tu t'es dit tu peux dire pourquoi j'ai pas réfléchi à des filières annexes plus tôt. Voilà. Après, tu sais, je pense que moi, j'ai pas du tout de personnes qui sont dans l'aviation au niveau de ma famille ou quoi que ce soit. Donc, parce que je suis plus tout jeune non plus. Hein, donc, à l'époque, on n'avait pas tout accès à l'information aussi facilement que qu'aujourd'hui. Et même si on parle d'aviation, moi, j'avais jamais entendu parler, par exemple, de filières comme les cadets, les écoles privées. On entendait peut-être, on pouvait trouver quelques infos, mais c'est vrai que c'est onéreux aussi. Donc, et puis, oui, comme je te dis, je pense que tout ce qui était voie annexe, personnel navigant ou mécano, c'était pas forcément le rêve, initial. Donc, après, rapidement, tu te dis, je passe à autre chose, et puis on verra plus tard, quoi. Ok. D'accord. Alors, comment est-ce que les premières bribes, on va dire, de cockpit te sont venues à l'esprit? C'est suite à une expérience personnelle au cours de ta formation, ou c'est en tant que membre du comité ou du bureau du club, tu t'es dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire? Non, franchement, c'est venu suite à la formation, quand j'ai travaillé la théorie. Bon, moi, j'ai travaillé sur des supports, on va dire, standards, quoi, que ce soit du bouquin, ou je sais pas si on peut citer des sites internet ou pas, mais Oui. j'ai travaillé sur tous ces supports assez traditionnels. Et c'est vrai qu'il y a des moments, j'avais des blocages, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime bien essayer de comprendre les choses. Je suis pas du tout dans la personnalité, et je pense que ça se ressent à travers Cockpit, dans l'idée d'apprendre par cœur pour avoir un QCM. C'est pas du tout ma philosophie. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais créer, en plus, on sentait pointer le confinement, le bout de son nez, quoi. Enfin, le confinement pointait sur le bout de son nez. Et je me suis dit, je vais créer le support que moi, j'aurais aimé avoir en annexe des supports traditionnels. Donc c'est vraiment parti de ce constat-là, parce que vraiment à l'époque sur YouTube, mis à part sur le YouTube anglophone, des chaînes un peu suivies qui abordaient les bases de la théorie, il y en avait pas beaucoup, il y en avait 2 ou 3, et il y avait quelques sujets qui étaient abordés, mais il n'y avait pas un vrai suivi. Donc, si tu veux, je suis un peu parti de ce constat-là. Et puis, j'avais envie aussi de tenter l'aventure YouTube. Ça m'a occupé pas mal pendant le confinement. Donc, c'était un bon moyen, j'allais dire, une bonne opportunité de se lancer. Alors, est-ce que tu peux, en quelques mots, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y en a peut-être, on va dire l'origine et le contenu de ce que tu proposes sur YouTube? Alors, donc ma chaîne s'appelle Cockpit. Elle est, moi je dis que c'est une chaîne pour les néophytes des tarmacs, si tu veux. C'est un peu comme ça que je la décris, et je la décris comme un support justement aux outils traditionnels de l'enseignement. Et le but de la chaîne, c'est pas du tout peut-être indirectement, mais c'est pas du tout une formation au PPL ou à l'ULM. Hein. J'ai pas cette prétention-là, mais j'essaye de donner toutes les bases, on va dire les prérequis qui font qu'après, dès que tu débarques sur ton bouquin ou sur ton site internet face à parfois du vocabulaire qui est un peu technique ou des formules mathématiques, t'es déjà des bonnes bases. Et donc là, essentiellement, aujourd'hui, on a traité plus de la partie météorologie, parce que pour bien commencer dans le dur et pour pas forcément être le bon élève YouTube, je me suis dit, je vais prendre les sujets qui en rebutent plus d'un en général au départ. C'est un peu mon esprit challenging aussi. Et donc je me suis dit, bon, globalement, quand on ouvre les bouquins de théorie, qu'est-ce qui fait le plus peur au départ? C'est souvent tout ce qui est cette partie météo. C'est quand même un gros morceau par rapport à d'autres domaines qui sont, on va dire, plus accessibles.
D'accord. Il y a 0K qui dit néophyte des tarmacs, on peut quand même s'abonner si on décolle de piste en herbe. Bien sûr, aussi. Ah aussi. ouais. On reconnaît Aussi. l'humour de notre ami Ludo. Qu'on salue d'ailleurs. On salue aussi Oxfirefox qui est arrivé. Soyez Mais les même bienvenus. si tu n'es pas néophyte, d'ailleurs, ils peuvent s'abonner. Enfin, j'ai des abonnés, je pense, qui sont bien plus qualifiés et compétents que moi niveau pilotage. Hein. Alors, est-ce que tu as un retour de tes abonnés? Est-ce que tu as des feedbacks des personnes qui regardent? Comment est-ce que tu choisis tes sujets? Est-ce que c'est en fonction de ça ou d'autres choses? Alors oui, j'ai beaucoup de retours et ultra bienveillants, et ça c'est vrai que c'est une super surprise, surtout en message privé, même en commentaire. Donc globalement, j'ai pas mal de feedback de la part de ma communauté, hein, c'est comme ça qu'on dit. Toujours très bienveillant, parfois même qui me corrige sur certaines choses, ça arrive, hein, des coquilles, des choses comme ça. Mais donc il y a pas mal d'échanges. J'ai des sujets qui sont aussi demandés, mais globalement, je me suis toujours plié à cet effort de. C'est le premier on va dire dans mon process de création. La première chose, c'est de trouver le thème de la vidéo, et j'essaye d'aborder un thème dans lequel soit je vais pouvoir apporter tous les éléments techniques dans la vidéo, ou alors conseiller d'aller voir des vidéos que j'ai déjà faites auparavant. En fait, jamais, parce que les outils YouTube le permettent, mais je me dis, je choisis jamais un thème par rapport à ce qui fait du buzz en ce moment ou des choses comme ça. J'essaye toujours d'avoir une espèce de cohérence dans mes vidéos, et je vais pas, par exemple, l'altimétrie, c'est un des sujets les plus demandés sur YouTube, mais j'ai sorti ma vidéo bien plus tard, une fois que j'avais à peu près tout dit sur la pression, par exemple, parce que c'est compliqué de comprendre correctement l'altimétrie si on n'a pas déjà compris les bases de la pression. Ouais. Donc parfois c'est appuyé aussi par des demandes de la communauté, bien évidemment, mais globalement c'est quand même, j'essaye de garder une cohérence dans un suivi, on va dire, d'une vidéo à l'autre. Il faut qu'il y ait une logique pédagogique en fait d'une vidéo à l'autre. Exactement. Parce que ça, typiquement, c'est quelque chose qui m'agaçait un petit peu, moi, quand je faisais mes propres recherches, c'est que parfois, tu as une vidéo qui est super, et il y a juste un petit truc que tu comprends pas, et tu es obligé d'aller creuser, trouver quelqu'un d'autre qui te plaît, qui te l'explique correctement. Et donc, c'est un service à fournir à ma communauté, c'était de leur dire, n'allez pas chercher très loin, la vidéo est juste là. En plus, c'est un moyen aussi de faire des vues, mais à l'origine, c'est pas fait pour ça. Alors, tu te fais aider par... Alors, non, honnêtement, il y a un petit truc que tu comprends pas, par exemple, pour savoir, tu te fais aider par des instructeurs ou... Oui, ça m'est arrivé de me faire aider ou de demander confirmation sur certains points, mais finalement assez peu auprès d'instructeurs ou on va dire de pilotes. Vraiment, là où je trouve beaucoup d'informations complémentaires, c'est sur des sites ou des blogs spécialisés. Par exemple, tu as un site qui s'appelle l'Atlas des nuages, et je m'en suis beaucoup inspiré et appuyé dessus pour faire mes mathématiques, mes 3 vidéos par exemple sur les nuages, parce que je trouve que ça approfondit quand même un peu plus, si tu veux, que certains supports aéronautiques, ou sur des chaînes en aéronautique, par exemple, il y a plein de choses qui concernent de près ou de loin la thermodynamique, la mécanique des fluides, et c'est vrai que tu le vois sur les supports usuels en aviation, et notamment d'un niveau PPL, parfois c'est un peu limité, et donc tu vas te plonger sur des sites qui parlent exclusivement de thermodynamique, et tu poses des questions et tu obtiens comme ça tes réponses. Ok. Cynthia, tu voulais poser une question? On n'entend plus. On n'entend plus. Peut-être qu'elle a mis un mute. Non? Ah non, il n'y a pas de mute, mais on te voit parler, on t'entend plus. Je sais pas ce qui se passe. Nico, du coup. Non, mais parce que j'ai fait un petit tour là, sur ta chaîne, hein, et puis j'ai regardé les vidéos. Alors, il y a des animations, c'est ça qui est bien, en fait. Tu vois? C'est ça qui est bien, c'est que tu as des animations. Et donc, j'ai regardé un peu les trucs qui m'intéressaient. Tu vois, par exemple, j'ai tracé sa navigation. Donc là, voilà, c'est un truc
c'est un truc que j'ai regardé, que j'ai apprécié. Donc c'est un peu la méthode que je fais, que j'ai apprise et puis que j'applique. Petit truc sur les arrivées. Donc tu parles du PON là. Donc voilà, très bien. Par contre, j'ai pas vu si j'ai regardé vite fait, hein, donc j'ai avancé un peu. Tu parles des arrivées sur différents types de terrains, non? Je sais pas. Non, là c'était vraiment ça encore, tu vois. Je pense qu'il y a d'autres chaînes qui traitent très bien de tout ce genre de sujet, l'analyse des cartes VAC, ce que tu veux. Moi, c'était vraiment l'idée de donner une méthodologie pour le tracé de ta navigation, vraiment. Et ça faisait suite, si tu veux, aux quelques capsules à l'époque que j'avais fait sur le facteur de base, le calcul de dérive, etc. Donc, c'était pour montrer, si tu veux, j'essaye de vraiment rester dans cet aspect plutôt rester sur la théorie et pas tout à fait aller dans la pratique, parce qu'il y a des chaînes qui le font très bien. Et c'est toujours voilà, de montrer, si tu veux, quand tu as évoqué un point spécifique, faire le lien après avec la réalité, mais sans pour autant aller sur étudier l'arrivée, voilà, l'intégration dans un circuit, parce que là on est vraiment sur l'aspect pratique, et pour moi il y a pour ça il y a l'aéroclub et l'instructeur, et tu as aussi énormément déjà de contenu qui est fait là-dessus, même si je m'interdis pas un jour de le faire, mais voilà. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on a retrouvé le son de Cynthia, peut-être? Est-ce que là, oui, c'est mieux? c'est bon, m'entendez? c'est revenu. Fallait juste réactualiser le lien. Ah ouais, je suis désolée, j'ai essayé de modifier ma connexion, je me suis levée et tout, mais bon, bref. Donc, je me demandais, justement, je reviens, j'ai loupé un petit bout, j'ai raccroché le petit bout, mais je reviens sur ce que tu disais. Donc, c'est plutôt de la théorie que tu proposes dans tes contenus. Et est-ce que tu t'es dit à un moment, peut-être, je pourrais aller à l'aéroclub, justement, comme il disait Nico, rencontrer un instructeur et mettre la théorie et la pratique en face à face pour le mettre en pratique? Bah oui, effectivement. Genre, j'ai tourné quelques vidéos, non seulement dans mon aéroclub et aussi à bord. C'était pour montrer que quand même il y a un lien vers la pratique. Après là, c'est pareil. Si tu veux, il y a déjà pas mal de contenu qui existe là-dessus. Il y a des chaînes, je peux les citer. Il y a pas de souci, comme Pilote Pro, etc., qui font ce genre de choses et qui sont très très bien. Donc, en fait, ça me plaira de le faire peut-être dans l'avenir, mais c'est vrai que vraiment la philosophie de Cockpit, quand je l'ai lancée, c'était de me dire, moi il y a une attitude qui me frustre un petit peu, et c'est pas valable que spécifiquement à l'aéronautique, c'est de se dire que justement souvent, moi je le vois, les élèves ils traitent la théorie un peu comme un caillou dans la chaussure. Allez, il faut l'avoir, et puis finalement 80% de ce que tu vas apprendre ne te servira à rien. T'as raison. Et moi je trouve ça triste, parce que c'est si tu veux, quand tu décides de devenir pilote, ce qui est génial, c'est évidemment de savoir piloter, ce que va t'offrir la possibilité de pouvoir conduire un aéronef, mais c'est aussi fabuleux de te dire que tu vas t'intéresser à des phénomènes, que ce soit de la mécanique. Tu vois, il y a des gens, ils vont passer leur vie entière sans forcément s'intéresser à un moteur, mais tu vas aussi t'intéresser, comme on le disait, à la mécanique du fluide, à la thermodynamique. C'est cool, quoi, de se dire que de te lancer dans un domaine, tu vas t'enrichir intellectuellement. Et c'est vrai que c'est donc je trouvais ça dommage. Aussi. Pardon ? C'est utile aussi. Bah oui, bien sûr. Connaître les systèmes des avions. Donc, que tu dis, moteur, mécanique, tout ça, connaître les systèmes, c'est utile en l'air. Si on sait pas comment marche un système, le système carburant, le jour de la panne de moteur, chercher tiens, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est tout ce qu'on va se dire. Hein. C'est exactement ça. Au lieu de tourner le robinet de réservoir, parce qu'on a oublié finalement de changer de réservoir. Hein, voilà. Donc bien connaître les systèmes, c'est utile. Et puis ça facilite, et c'est là où on fait le lien avec la pratique, c'est que, comme tu le dis, moi, ça facilite la compréhension des checklists. Quand tu démarres ton avion, au début, tu as plein de boutons, tu sais pas trop, machin. Si tu comprends pas qu'il y a un circuit hydraulique, un circuit électrique,
ça reste un peu une nébuleuse. Alors c'est génial, tu te retrouves en bout de piste avec un avion qui fonctionne, etc. Mais c'est quand même mieux de te dire, ok, si j'appuie sur ce bouton-là, ça a tel impact. Et puis quand bien même, au moins de te dire, si j'appuie sur celui-ci, il y a un impact qui est mineur et il va rien se passer. Enfin, je peux le faire sans danger. Et même, comme tu le disais, en cas d'urgence, si tu comprends la mécanique de ton moteur, tu vas comprendre la plupart des checklists qu'on va te demander et ça va faciliter ton apprentissage. Ça, je suis d'accord sur ce que tu dis. Souvent, les élèves se bourrent le crâne avec plein d'informations pour avoir l'examen et il y a le à côté qui est plus, en fait. Toutes ces informations, ils les ont avalées pour les avaler et ils ne les mettent plus en pratique. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est bien dans ta chaîne, en fait, c'est que justement, tu détailles, tu donnes des éléments qui vont permettre après, justement, à la personne aussi d'avoir une culture. C'est pas juste apprendre pour savoir certaines choses, c'est aussi la culture du pilote. Et ça, je pense, enfin, je me trompe peut-être, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment ce que tu tiens à faire. Ça doit être approfondir sa culture du pilote, que le pilote soit global et complet dans son ensemble. Exactement. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que même quand tu reçois quelqu'un au club pour un baptême ou qui veut réserver, de savoir, enfin, de pas te contenter de lui dire bah non, prenez pas en plein juillet à 14h, ça va bouger, mais de lui expliquer pourquoi ça va bouger, mais simplement avec quelques mots pour lui dire pourquoi ça va bouger à 14h et pas si tu prends 19h. Donc tout ça, c'est vrai que je trouve que enfin voilà, comme tu dis, ça façonne plus l'aspect, on va dire, aviateur, et ça rassure et ça donne envie de s'y intéresser plutôt que d'avoir simplement quelqu'un qui dit non mais là sauf si vous aimez un peu les sensations fortes, réservées à 19h quoi. Ouais. Alors moi j'ai une petite question, évidemment elle me brûle les lèvres, je vais la poser en priorité parce que je suis sûr que Nico et Cynthia vont dire ah bah oui, mais est-ce que tu as eu l'idée de te dire un jour je serai instructeur? Bah écoute, c'était un peu même ouais, je pense que dès que je me suis lancé dans le PPL, j'avais un peu cette idée derrière la tête déjà, parce que c'est vrai que bon là j'ai une certaine pédagogie sur cockpit, mais c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Enfin moi faire découvrir des choses à des gens, c'est une des premières qualités. Oui. Donc bah écoute, pour l'instant c'est plus dans les tuyaux, c'est voilà, et puis comme à chaque fois on va faire je pense une pause de quelques années et puis on verra, et puis si YouTube un jour notamment me permet de me lancer dans ce projet, pourquoi pas. Ben voilà, un futur instructeur, et ça a commencé comme ça, tu pourras dire je suis le premier instructeur YouTube réel. C'est ça. Mais non, mais c'est vrai que je pense que ça me passionnerait et ce serait un bel aboutissement de ce projet. D'accord. Alors, tu travailles dans la vidéo. Vas-y, Cynthia, vas-y. Non, vas-y, termine. Non, moi, ça n'a rien à voir avec l'aviation. C'est pas l'aviation, moi. Alors, moi, j'allais revenir sur le sujet. En fait, du coup, alors, c'était pas tout à fait la même question que Sébastien, mais en fait, ma question, c'était plutôt, est-ce que tu voudrais pas te lancer, vu que tu es dans un aéroclub, commencer par faire des cours BIA, par exemple, pour commencer à initier ce que tu fais déjà en chaîne YouTube et le mettre réellement en pratique bénévolement à l'aéroclub pour après franchir les paliers et pourquoi pas faire instructeur. Écoute, c'est quelque chose qui effectivement aussi pourrait me tenter. Je te cache pas j'ai déjà quelques personnes qui me reconnaissent au niveau du BIA local, mais les postes sont déjà occupés et puis après c'est toujours la même perspective, hein, c'est une question de temps. C'est aussi pour ça notamment que je suis pas des plus prolifiques sur YouTube en ce moment, mais pourquoi pas, effectivement c'est des choses qui pourraient être faites, et sachant que il faut toujours le faire avec diplomatie et que je suis pas là pour écraser ou marcher sur les plates-bandes des personnes qui le font déjà très bien au niveau local. Là, c'est pas l'idée non plus, hein, de toute façon. Non, mais bien sûr, non, mais je dis ça dans le sens où aujourd'hui les postes sont déjà occupés, donc on va dire l'opportunité ne s'est pas encore présentée. Ok. Voilà. Il y a Philémon qui t'a envoyé un message, Nico, sur le magasin de modélisme, c'était la source des inventions. Ça lui est revenu d'un coup, donc voilà, peut-être que vous en aviez parlé. Voilà, et si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, hein, posez-les directement, et puis ou un sujet ou quelque chose, ou une remarque peut-être que vous avez pu voir dans les vidéos de Jean-Hugo, et puis
on aborde ça avec lui, évidemment. Hein. Allez-y. Si vous voulez que Jean-Hugo traite un sujet, c'est le moment. Hein. Oui, vous balancez. Alors ça sera le lien peut-être, mais donc voilà, c'est vrai que on peut éventuellement tenter ça, l'expérience, mais il y a quand même de la préparation pour les vidéos. Non, c'est mais pas là, à ils vous vont que je vais apprendre ça. Des sujets. Alors ils vont justement, proposer des sujets là, justement. Exactement. Pour que tu fasses, C'était la question que je vais te poser, c'est quand tu as trouvé ton sujet, combien de temps ça te prend pour préparer, comment tu fais? Est-ce que tu as déjà une idée en tête de la manière dont tu vas tourner, réaliser, commenter et mettre ça en place? Oui, enfin globalement, le temps c'est difficile à estimer parce qu'il y a des projets qui peuvent sembler très faciles au départ, se dire ça c'est un sujet qui va être vite balayé, puis en fait on se rend compte que si on ne veut pas faire une vidéo de 45 minutes, il va falloir en faire 3 ou 4. Et puis en rédigeant, si tu veux, ton texte, tu vas te dire ah oui mais ça je l'ai pas abordé, donc du coup il va falloir peut-être qu'avant je fasse une première capsule sur ça pour pouvoir potentiellement que la vidéo soit optimale à comprendre. Bon, la rédaction, alors après c'est pareil, il y a des thématiques sur lesquelles je suis plus à l'aise que d'autres, donc mais il y a bien au moins je pense 3-4 jours d'écriture, de recherche si le sujet, je suis pas parfaitement calé dessus, ce qui arrive évidemment. Donc, et après le tournage en général, comme je l'ai bien préparé en amont, j'ai commencé à avoir mes habitudes et puis en une heure de temps, j'arrive en général à tourner. Et puis le plus long, c'est vraiment l'aspect post-production, donc montage. Où là, c'est toute la création des schémas, l'animation, etc. Où ça peut prendre parfois, j'ai envie de dire, 2-3 jours aussi. Donc en gros, on va dire tu peux mettre une semaine de temps effectif à créer une vidéo, je pense. Et tu travailles avec quel type d'outils? Voilà, c'est des questions. Okay. Bon, c'est vrai que moi j'ai cette chance de quand même avoir un peu quelques connaissances dans l'audiovisuel. Donc l'écriture c'est papier stylo, ou on va dire bloc-notes Word quoi. Et après sinon pour les supports pour le montage vidéo, j'utilise la suite Adobe. D'accord. Connue. Voilà, ou parfois il y a un autre logiciel aussi qui s'appelle DaVinci, qui est connu aussi, voilà. Et pour les animations, pareil. Oui, les animations, pareil. Après, c'est des animations qui sont relativement simples. Si tu veux, c'est des dessins qui, la plupart du temps, j'ai fait moi-même sur un papier. Et après, je les ai vectorisés et je m'en sers. Je me suis fait une banque de données comme ça et je m'en sers pour faire la plupart de mes animations. Mais je voulais que ça reste simple, donc ça me va très bien aussi. C'est pas les animations les plus poussées qui soient. On est loin des studios Pixar, mais l'idée, c'est de rester compréhensible. Exactement. Oui, voilà. Exactement. Et c'est vraiment la motivation première quand je rédige mes vidéos, c'est que ce soit compréhensible par tout le monde, et voire même par ceux qui soient débutants ou ceux qui auraient eu leur licence et qui n'auraient pas forcément tout bien compris. Il y en a aussi. Donc j'essaye de supprimer complètement les formules mathématiques, tu vois, ça c'est le genre de choses, ça en rebute plus d'un aussi. C'est vrai que t'as plein de gens, ils ouvrent le bouquin PPL, ils disent oh là, attends, il y a des formules partout, moi j'ai été nul en maths. Et parce que pour moi, une formule mathématique, c'est pas du tout un moyen d'apprendre, en fait, c'est un moyen de mettre en œuvre un calcul pour obtenir un résultat. Par exemple, si tu calcules ta portance, tu vas obtenir une portance, mais si tu sais pas ce que c'est que la portance, ton calcul ne sert à rien. Donc j'essaie vraiment de toujours tout définir, en fait. C'est très littéral dans mes vidéos. Et je prends un exemple. Moi, je sais que quand j'avais appris ma théorie, j'avais galéré avec détente adiabatique. C'était un truc, donc on me balançait ça comme ça, tu vois, la détente adiabatique. Et donc moi, j'essaye de surtout pas faire ça dans mes projets de vidéo. Et donc si je parle de détente adiabatique, je vais dire, voilà, c'est une détente, c'est ça, c'est tel phénomène, les molécules qui se détendent avec la baisse de la pression. Adiabatique, ça vient des échanges de la thermodynamique, sans échange de chaleur avec l'extérieur. Donc voilà, j'essaye de vraiment tout définir. C'est pour ça parfois que les vidéos peuvent être un peu longues, mais au moins il faut que ça reste le plus clair possible.
voire même, tu parlais des échanges avec ma communauté, il y en a qui m'envoient gentiment des petits smileys en mode parfois tu nous prends un peu pour des truffes à nous dire que l'altimétrie c'est une distance verticale entre un point A et un point B, mais pour moi j'ai besoin de le faire parce qu'il y a des personnes pour qui c'est pas forcément très clair et puis ça devient vite complexe parce que ça change tout à partir du référentiel dans lequel tu te bases. Enfin, si tu te prends le référentiel du 1013 ou le sol ou la mer, c'est plus du tout la même chose. Donc il faut bien expliquer que c'est une distance verticale. Donc tu vois, j'essaye d'être très clair à chaque fois. Ok. Alors il y a cette petite question de Philémon qui te demande est-ce que tu n'as jamais tenté, et sinon pourquoi, de faire des lives sur ta chaîne YouTube? Parce que pour moi c'est un exercice qui est complètement différent si tu veux. D'ailleurs c'est la première fois que je m'y frotte avec vous, donc merci. Mais je pourrais faire des lives pour tout ce qu'ils appellent les foires aux questions ou des choses comme ça, mais ça me tentait pas nécessairement dans le sens où je fais quand même un travail qui est préparé, qui est plus à but pédagogique ou que et pas forcément réagir à chaud. Et donc c'est vrai que ça pourrait être un projet, mais dans mon process de travail, c'était encore c'était pas complètement intégré. Et puis c'est une organisation différente, c'est aussi des outils et du matériel différent si tu veux les faire correctement comme vous le faites et pas simplement déclencher la caméra et puis correctement, on n'est pas sur l'émission on va dire pilote du truc, parce qu'avec les soucis au début là, je sais pas si on est tellement des exemples à ce niveau là, mais bon, on s'adapte. Non, mais enfin voilà, il y a quand même un énorme boulot derrière. Et enfin, c'est vrai que quand tu fais tu peux faire aussi du live très simplement en déclenchant un live sur YouTube et mettre ton smartphone devant toi. Mais pour dire quoi? Alors, si je me lance sur une thématique, derrière, si c'est pour m'entendre réfléchir ou répéter 4 fois la même chose, je trouve pas que ce soit pertinent et j'avais pas de demande spécifique de la communauté dans ce sens-là. Ok. Cynthia, vas-y. Oui, quelque part, c'est pas ta marque de fabrique. C'est ça. Voilà, on sent que toi, ta marque de fabrique, c'est plutôt de prendre le temps que ce soit bien posé et bien expliqué pour que ce soit clair. Et plutôt l'interaction, c'est pas que t'aimes pas l'interaction, c'est plutôt que l'interaction, tu veux qu'elle soit préparée. Oui, oui, c'est ça. Et puis c'est surtout que c'est si une chaîne YouTube, c'est un projet et il faut qu'il y ait une signature. Et si tu commences à aller entre guillemets dans tous les sens, ça devient compliqué à gérer, ou alors après tu risques de perturber certaines personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui venaient pas chercher ce genre de choses. Donc ça devient plus compliqué à gérer. Et c'est vrai que je trouvais le principe de faire une chaîne, sachant que je l'ai vraiment créé pas dans le but de me faire connaître ou de me starifier à titre personnel, c'est vraiment de dire on est pendant le confinement, éventuellement si je peux vous aider à pas galérer là où moi j'ai eu des difficultés, tant mieux. Et je trouvais que le support, on va dire le support vidéo travaillé, écrite, était le plus adéquat. Et est-ce que tu as parce que en faisant des sujets préparés comme tu fais là, est-ce que tu n'as pas eu des idées de reportage à faire? Là, des idées d'amuser par exemple ou... Si, bien évidemment. Ça, c'est des choses je l'ai évoqué assez rapidement. Il y a une chaîne, il y a une vidéo sur ma chaîne où je pars faire quelques tours de piste et j'en profite pour dire, n'hésitez pas. Est-ce que des projets de ce type-là, des interviews, etc., peuvent vous intéresser? Donc, j'avais eu même pas mal de retours positifs dans ce sens-là. Et puis avec le confinement, ça a été compliqué. Et puis là encore, il faut trouver des disponibilités, des créneaux. Mais c'est toujours aussi l'idée
d'essayer de trouver un axe, un peu un plan, une vision différente de ce qui est déjà fait. Si c'est pour, enfin, après c'est pareil, moi j'apprécie tout personnel navigant, il n'y a pas de problème, ou toutes les personnes qui travaillent dans les stations au sol, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a déjà plein de contenu dans ce sens-là. À l'inverse, tu vois, toujours en gardant ce côté un peu études, travail un peu pédagogique, j'aurais bien aimé, ça c'était un projet que j'avais, mais finalement j'ai pas pu le développer, c'était pousser un peu plus les Rex, en tout cas analyser, peut-être interviewer une personne qui avait fait un Rex, parce que je trouve que c'est hyper intéressant et c'est un outil qui est encore parfois mal compris et c'est, enfin, pourtant c'est hyper utile et je pense qu'il y a pas mal de procédures et de choses qui ont évolué grâce au Rex. Et c'est vrai que moi, souvent, quand je les reçois de la Fédé ou des choses comme ça, bon, ils sont plutôt, ça va, ils sont bien réalisés, mais souvent, tu as un peu l'impression que c'est un retour d'exploit, tu sais, plutôt qu'un retour d'expérience. Donc, c'est, ok, je me suis retrouvé dans telle situation parce que, voilà, mais j'ai réussi à m'en sortir parce que j'avais telle connaissance. Bon, c'est bien, mais tu vois, c'est plutôt de vraiment analyser le pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation. Et ça, je trouve que c'est pas toujours bien fait. Et donc, c'était plus, si je devais développer des échanges, ce serait plus autour de ce genre de thématiques. Les causes et non les conséquences. Exactement. Voilà. D'accord. Cynthia, tu voulais dire quelque chose? Alors, moi, je me demandais, par rapport, tu disais les Rex, est-ce que je n'ai pas vu l'ensemble de ta chaîne, donc je découvre certaines choses, et est-ce que tu as traité tout ce type de problématiques réglementaires? Est-ce que tu as traité la partie réglementation ou pas forcément? Tu étais plus sur la partie, comment dire, pratique, plus la météo, la mécanique, des choses comme ça? Non, niveau réglementation, j'ai pas fait grand-chose, si ce n'est, bon, j'ai parlé rapidement du VFR versus IFR, enfin, ça c'était, voilà, mais un peu des espaces, des différents espaces aériens. Mais j'ai vraiment, comme j'ai dit, on est quasiment à 80% sur ma vidéo. Pour l'instant, c'est vraiment tout ce qui est mécanique des fluides et météorologie surtout. Voilà. C'est parce que ça te plaît déjà. Bah, c'est parce que ça me plaît, mais encore une fois, c'est vraiment, je me suis dit par quoi débuter? Bah, c'est vraiment ce qu'il y avait de moins présent sur YouTube, c'est-à-dire que des QNH versus QFE, t'en as des vidéos comme ça, t'en as des centaines. Maintenant, quelqu'un qui va vraiment t'expliquer les bases du fonctionnement, on va dire, de l'atmosphère, des nuages, t'en as quelques-unes, mais pas forcément orientées aviation, justement, qui sont plutôt orientées météorologie. Et voilà, donc j'ai décidé de débuter par les thématiques qui en général faisaient le plus peur. On va lancer un petit appel au chat d'ailleurs, et puis sur YouTube, parce que les gens qui vont suivre dans 15 jours l'émission sur YouTube, si vous avez des sujets abordés, mettez-les en commentaire ou mettez-les dans le chat si vous avez des idées. Et puis, si on en a là maintenant tout de suite sur le chat de Twitch, on les propose directement à Jean-Hugo. Nico? Non, mais c'est parce que je regarde toujours un peu sur la chaîne, là, il y a ça vraiment tous les sujets. Hein, d'ailleurs, je vais peut-être y aller un peu plus souvent, l'histoire de réviser un peu. Parce que je vois vent de travers, vent arrière, déclinaison magnétique, l'angle au vent, facteur de base, etc. etc. Non, c'est toutes les cartes météo aussi, donc tu disais que tu aimais bien ça aussi. Tu as eu des retours sur les cartes météo? Parce que c'est pas évident, ça, par les gens de comprendre les messages ou de détailler les cartes. Effectivement, je pense que c'est une des vidéos avec le plus de vues, notamment tout ce qui est compréhension des TAF, métars, etc. Où je prends un métard hyper long et je décortique vraiment séquence par séquence. Je pense que c'est un des passages qui est le plus vu sur ma chaîne après l'altimétrie. Parce que je pense que la vidéo la plus regardée, la plus visionnée, c'est celle qui concerne l'altimétrie. Et les métards doivent être pas très loin derrière, je pense. Mais c'est parce que c'est les vidéos qui fonctionnent très bien, parce que c'est des vidéos qui apportent de suite des réponses.
si tu veux. C'est-à-dire que quelqu'un qui comprend pas, il doit vite fait préparer son vol, il débute, il dit ok, j'arrive pas à lire mon métard, qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais sur Cockpit, il y a le petit tableau, je mets pause et à partir de là, j'arrive à avoir ma réponse. Alors que toutes les vidéos de préparation, on va dire, qui expliquent justement la météorologie, c'est forcément, elles sont un peu moins visionnées, mais ça c'est normal. Non, puis c'est vrai qu'en général, les vidéos qui expliquent un peu les messages, tout ça, ils prennent un exemple en fait. Tandis que là, toi, tu détailles tout en fait. Tu vois, tu détailles tout. Tu vois, l'identification, là, le code OACI, la date, l'heure, le vent et tout ce. Voilà, c'est. Exactement, c'est ce qui me semble aussi important, c'est quelque chose qui m'avait choqué dans les supports, on va dire, assez standards, c'est que tu avais l'impression que souvent ils prenaient l'exemple qui les arrangeait. Oui. Il fait beau aujourd'hui, Kavok. Exactement, oui, non, mais pas forcément vidéo, dans ce sens-là, mais donc c'est pour ça que j'essaye, quand je donne un exemple à chaque fois, de faire, dans ce cas c'est positif, dans ce cas c'est neutre, dans ce cas c'est négatif, enfin, sur des exemples, parce que sinon c'est vrai que tu as toujours un peu l'impression que c'est les exemples les plus courants, mais c'est vrai que j'essaye de pas toujours citer des choses trop simples. Ouais. D'accord. Quoique le Kavok, il y a quand même des choses à dire, hein. Parce que les élèves, le Kavok, souvent, ils savent pas ce que ça veut dire. Bah oui, c'est ça. C'est vrai que tu te dis, allez, vas-y, on y va. Et puis tu prends. Voilà, il y a plein de facteurs qui apparaissent pas forcément dans ton Kavok, quoi. Alors, on va voir quelques photos hein, donc, que tu nous as envoyées normalement, voilà, où on te voit aussi en vol. Exactement. Ça, c'est des photos que j'utilise pour faire les miniatures parce que c'est quand même un peu plus attirant en général que simplement une miniature blanche et noire. Donc, t'es sur quel avion là? Là, c'était un Sportstar. Je sais pas si ça vous parle. Les Vector Sportstar. Ouais. Ok. Oui. Et est-ce qu'on peut savoir à peu près où tu voles ou la région, peut-être, sans forcément préciser? Centre Val-de-Loire. Val-de-Loire. Ah, donc tu fais les châteaux de la Loire régulièrement avec. Exactement. Tout ce qui va bien. Enfin, régulièrement. Pas forcément, parce que comme je te le disais, maintenant je vole plus énormément, mais effectivement, ça fait partie des vraies attractions touristiques que tu peux faire, qui sont sympas à faire. Et puis c'est une région qui est quand même pas mal, parce que pour débuter, c'est tout plat, et t'es vite en l'air et t'es vite partout, quoi. Donc c'est vrai que c'est une région qui est agréable pour ça. Donc tu as testé le Vélis Electro, puisqu'on voit sur la photo. Exactement. Alors, j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais ils sont venus nous le présenter, parce que c'est une machine qui est assez intéressante, je pense, même pour des perspectives d'avenir, pour de la formation, pour les aéroclubs. Donc, on a eu l'occasion de le découvrir. Ok. Et là, pareil, là... Ça, c'est du train classique, à mon avis. Oui, exactement. C'est le Piper d'un ami. Ah, les Piper, c'est magnifique. Là, on voit les captures d'écran. Exactement. Bon, c'était juste pour vous présenter un petit peu, éventuellement, aux personnes qui sont présentes ce soir et qui connaissent pas la chaîne, pour qu'ils se rendent un petit peu compte du contexte. Mais ça, c'est vrai que ça fait aussi partie de ma philosophie, c'est-à-dire que globalement, enfin, j'ai pas envie de dire que je suis pas le plus grand fan de machines qui soit, mais j'ai des amis, à peine ils voient un bout d'empennage, ils savent déjà te citer quel est l'avion, ils entendent une IMAT à la radio, ils te disent ah bah tiens, c'est machin qui arrive à bord de tel modèle et il est basé à tel endroit. Bon, ça, c'est pas forcément, tu vois, des compétences que j'ai. Enfin voilà, on en revient toujours à la même chose. Je considère que quand tu t'intéresses à un domaine, déjà d'apprendre les connaissances théoriques sont accessibles par rapport au matériel. Et si demain tu veux apprendre à pêcher, tu t'épanouiras plus rapidement si tu connais le comportement des poissons et de la rivière plutôt qu'à t'intéresser de suite à quelle est la meilleure mouche, la meilleure soie, le meilleur moulinet. Donc voilà, donc je pense que ça se ressent un peu dans mon contenu aussi. C'est pour ça que je parle pas trop de machines. Parce que même dans ce que j'aime, moi, dans l'aviation, bon, évidemment, j'aime l'occasion de voler à bord d'une super bécane, tant mieux. Mais je suis plus fan de ce que permet l'aviation plutôt que de vraiment de mécanique et de toujours machine, toujours aller plus haut, plus vite, plus loin. Enfin, pour moi, c'est une autre aviation, ça. Tu peux y aspirer si tu en as les besoins.
et les moyens, mais c'est le plaisir de l'aviation, on va dire légère, pour moi c'est de la navigation contemplative, aller sur des plateformes bucoliques, ou éventuellement si tu aimes bien le challenge, voilà, tu peux faire un peu d'ANR, de pilotage de précision, ou du rallye aérien, voilà, pour moi c'est plus là l'âme, on va dire, de l'aviation légère, plutôt que d'aller vers des machines toujours plus complexes avec des trains rentrants, des pilotes auto. Surtout qu'avec, on va dire, un PPL de base, si c'est pour gagner un quart d'heure sur ta navigation, bon, ça va pas changer grand-chose, quoi. Ok. Ouais, t'as quand même un avion préféré, un avion que t'aimerais bien piloter. Oui, des avions que j'aimerais bien piloter, effectivement, il y en a plein. Après, ça dépend où tu mets le curseur, hein. Je veux dire, il y a forcément des machines qui te font rêver. Tu vois, moi, le Concorde, c'est une machine que j'aurais bien aimé connaître, par exemple. Ça fait rêver. Après, il y en a plein dans les machines du quotidien. Bon, c'est vrai que j'aimais... Bizarrement, le Sportstar, c'est la machine sur laquelle j'ai débuté, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Récemment, j'ai volé sur le Bristol XL8, qui lui est en catégorie ULM. J'aime bien les machines un peu plus légères, quand même, biplace, sympa. Je reviens sur le Concorde. Il faut qu'on t'invite à regarder l'émission qu'on a faite avec Eric Gourlin, qui est conférencier Concorde. Tu l'as peut-être vu, je sais pas. Je crois que j'avais débuté, mais pour être honnête, j'ai été appelé à un devoir après, et donc je n'ai pas regardé jusqu'au bout. Voilà. Parce que là, lui, c'est vrai qu'il racontait le Concorde comme personne. Hein. Ouais. Donc oui, après des machines, il y en a plein, mais c'est vrai que, voilà, je suis pas non plus accro aux machines et à connaître tous les modèles, toutes les motorisations et les petits noms, les surnoms de toutes les machines et les pilotes. Et les références des fils de bougie. Exactement. Quel type de machine tu as dans ton club ? Nous, on est là actuellement. Alors, ça a pas mal bougé ces dernières années, mais on est sur du DR400, je pense, comme la plupart des clubs français. Sauf que nous, on a une particularité, c'est qu'on est sur du diesel. D'accord. Ah ouais. Yeah. Ok. Petite question, est-ce que avec le recul maintenant, sur tout le travail que tu as pu faire sur Cockpit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu modifierais ou tu pourrais dire, tiens, ça peut-être que je l'aborderais pas de la même manière, autrement ou sous un autre angle ? Oui, première chose, je pense que comme beaucoup de youtubeurs, je modifierai toutes mes premières vidéos parce qu'elles sont toutes un peu catastrophiques, parce qu'il faut pouvoir se régler, hein. Prendre la parole face à une caméra, c'est pas toujours évident. Après, sur le projet au sens large, et je pense que c'est une des raisons notamment qui explique pourquoi je produis plus autant qu'avant, je pense que j'essaierai de travailler en équipe. Ça, je peux toujours essayer de le faire, mais je veux dire, c'est quelque chose, c'est vrai que ça a été très chronophage et écrire, monter, tourner seul, c'est compliqué, c'est lourd, c'est parfois un peu démotivant. Et puis, je confirme. Ouais, donc voilà. Donc je pense que si je pouvais embarquer une ou deux personnes dans le projet avec moi, c'est quelque chose que je ferais. Je le ferais volontiers. Et en plus, ça va avec ma personnalité. Enfin, je suis pas. Ça me gêne pas d'être seul, mais c'est vrai que partager, c'est quand même plus intéressant que de le faire seul dans son coin. C'est comme le pilotage, ça met d'autres regards et d'autres idées. Exactement. Comme quoi, ce serait un bon instructeur, tu vois. Il aime bien partager. Il a la bonne pédagogie. On va y venir, hein. Et alors, moi, la question que j'allais demander, c'est quels sont les projets pour Cockpit, du coup ? Est-ce que tu as des projets, des petites idées, des petites choses que tu aimerais mettre en place ? Du coup, là, tu parlais de faire peut-être du travail en équipe. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en attente ? Bon, écoute, je ne cache pas que c'est vrai que d'être accueilli aussi ce soir, ça remotive un petit peu. Tu dis, tiens, parce que vous êtes vraiment les premiers avec qui je peux avoir personne m'a contacté pour faire un échange ou même une autre chaîne qui parlerait d'aviation. Est-ce qu'on peut se faire un live pendant le confinement ? Donc c'est vrai que c'est motivant. L'idée, je pense que c'est quand même de continuer sur la lancée de ce qui fait un peu la réussite, on va dire, de la chaîne. Donc continuer cette base de pédagogie. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, comme tu le disais, tout ce qui est vraiment réglementation, la mécanique aussi, la motorisation, on l'a pas forcément abordé non plus. Mais ça serait éventuellement de trouver une ou deux personnes effectivement qui puissent venir et peut-être apporter un peu de peps ou des choses comme ça serait sympa. Le facteur humain aussi.
Le facteur humain. Mais voilà, mais le facteur humain, si tu veux, c'est un sujet qui est hyper important aujourd'hui, mais qui est quand même relativement... Enfin, si tu te formes à l'ULM ou d'un niveau PPL, c'est quand même un chapitre qui est relativement accessible. C'est pas celui qui va t'effrayer le plus et sur lequel tu auras le plus besoin de soutien. Enfin, globalement, te dire qu'il faut pas picoler, comme on le disait en début vous l'évoquiez en début de vidéo, qu'il faut essayer de garder un état de santé correct, qu'il faut être intelligent et pas crier non, je suis le meilleur, j'y arriverai forcément. Bon, c'est globalement, on va dire, c'est les grands axes du facteur humain niveau PPL. Je pense qu'on n'a pas forcément nécessairement besoin d'une vidéo cockpit tout de suite là-dessus. Ça sera traité un jour, je pense, mais c'est sur le retour d'expérience. Tu as demandé à Cynthia, elle va t'en amener plein. Exactement. Mais c'est vrai que j'avais hésité aussi, quand on parlait des lives, des retours d'expérience, à faire parce que je pense comme tout le monde, moi j'ai eu à faire des Rex, ou en tout cas j'en ai eu un qui je sais pourrait être notamment intéressant à développer. Mais c'était toujours cette idée de pas non plus me mettre trop en avant sur ma chaîne. En fait, moi je suis juste, si tu veux, le vecteur de transmettre des infos que j'ai trouvées librement sur des blogs ou dans des articles, et voilà. Donc je voulais pas trop mettre en avant non plus. Alors moi j'ai eu ça, parce qu'il y a d'autres youtubeurs qui le font très bien. Et voilà, et c'est pas, pour le coup, c'est pas ma personnalité non plus. De même que c'est pour ça que j'avance pas non plus sur mon parcours aéronautique, parce que il y a des pilotes qui ont fait l'armée, qui ont des milliers d'heures de vol et qui peuvent parler de leur bagage et de leur background au niveau du pilotage professionnel. Moi, c'est pas mon cas, donc c'est pour ça que je me contente de parler de ce que je sais, et voilà. On en parlera juste après pour le programme. Des vidéos sur la réglementation, je pense que ça peut être un peu difficile, parce que si ça change tous les 15 jours... Tu peux faire un sujet et puis après, 6 mois après, ça y est, ils ont changé, tu vois. C'est exactement ça. Bon, après, je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'une réglementation, ça évolue, et que globalement, si tu regardes la vidéo dans 10 ans, il y a forcément peut-être la législation aura changé, des choses qui seront plus à jour. Et c'est déjà le cas sur certaines de mes vidéos, où j'ai rapidement abordé quelques points de législation. Mais ceci dit, les communautés sont très fortes pour ça, pour mettre le point là-dessus, pour dire attends, là tu dis ça, mais maintenant c'est plus ça. Oui, mais si tu regardes la vidéo, elle a été faite il y a 10 ans. C'est pareil, j'ai une petite... Alors ça, je sais pas si c'est une boutade ou quoi, mais bon, je commence mes vidéos en disant il est 14h08 UTC. Bon, inutile de vous préciser, je dis 14h08 ou ça peut être n'importe quelle heure, mais inutile de préciser que je regarde pas l'heure avant de débuter, j'en annonce une au pif. Mais il y a des personnes qui me disent attends, non, il est pas 14h08, il est 15h16 là, tu vois, donc ok, merci. Merci de la précision. Ou vraiment, j'ai déjà eu des débriefs complets sur le fait que j'avais dit structurel au lieu de structural ou des choses comme ça, des personnes qui sont très exigeantes, mais elles ont raison, il faut, mais c'est juste que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu es face à la caméra, que tu répètes toujours le même mot, tu essayes de pouvoir en changer un peu ou de trouver un synonyme ou quelque chose qui y ressemble. C'est les aléas du direct. Exactement. Après, il y a un truc qui marcherait bien, ce serait faire une vidéo sur la réglementation et faire une vidéo à chaque mise à jour. Et là, c'est un boulot monstre. Exactement. Comme tu le dis, il y a plein de choses qui marchent et qui, à mon avis, peuvent avoir beaucoup de succès et peuvent être surtout très utiles aux personnes qui sont sur YouTube. Mais après, faut assumer le boulot qu'il y a derrière, et c'est ça où je trouve aussi que franchement vous faites ça bien, parce qu'il faut s'y tenir. Oui. Je le vois, moi c'était facile pendant le confinement, mais maintenant c'est compliqué. Et d'ailleurs ça crée de la frustration aussi. C'est vrai que c'est peut-être ce qui fait que parfois je pourrais avoir une communauté bien plus importante et que mes vidéos sont pas forcément mises en avant. C'est parce que ma régularité est loin d'être exemplaire. Après, faire une vidéo parce que le hasard a changé une virgule. Ouais, ça justifie peut-être pas non plus. Exactement. Et l'idée, c'est de faire une vidéo qui soit utile dans son contenu et pas pour faire des chiffres, finalement. C'est ça. C'est vrai que moi, je suis vraiment un mauvais élève au niveau YouTube. Déjà, comme je disais, j'ai
suis pas très régulier. Je fais absolument pas tout ce qu'il faut pour optimiser ma vignette, mon titrage, etc. Déjà parce que c'est suffisamment chronophage comme ça, donc j'ai envie de dire ça m'ennuie un peu de devoir réfléchir à tout ça. Et puis je suis persuadé que si la forme est correcte, mais que le fond est vraiment sympa et bon, il y a un moment ça fonctionne. Et d'ailleurs, je pense que, globalement, aujourd'hui, moi j'ai plus de 10 000 abonnés. C'est une vraie, pour moi, c'est une super réussite, quoi. Je veux dire, sans forcément forcer. Et c'est là où je vous comprends quand vous dites je suis super fier d'avoir 2000 abonnés sur YouTube. C'est hyper impressionnant, quoi. Et j'ai jamais pour autant essayé de faire des choses uniquement pour le clic et pour le watch time et pour le buzz, quoi. C'est pas du tout dans mon intérêt. Oui, parce que certains, c'est leur gagne-pain, c'est aussi ça. Et on a la chance de ne pas vivre de ça. Totalement. Écoute, moi, c'est pas. Si un jour YouTube me permet de gagner ma vie, ce sera avec grand plaisir. Mais c'est pas le cas et c'est loin d'être le cas. Et je pense que c'est pas avec mon type de contenu que tu peux facilement gagner ta vie, à moins après de vendre de la formation ou des choses comme ça, pour le moment, ce qui ne m'attire pas, parce que j'estime que j'ai pas le statut pour faire ce genre de choses, quoi. Et puis en vivre aussi à quel prix, avec tout l'engagement qu'il y a derrière, le nombre de vidéos, les questions qu'il faut se poser, le côté non précis des retours qu'on peut avoir sur tel ou tel sujet. Voilà, c'est ce qui fait aussi quelque part la force des gens qui gardent le cap et qui ne deviennent pas, je sais pas moi, influenceurs dans le biais de faire du partenariat pour gagner de l'argent parce qu'en fait j'en vis. Exactement. Et ça, c'est vrai que là, tu touches vraiment je pense que c'est pas valable que sur YouTube, mais à partir du moment où tu es trop dépendant de ce type de plateforme, c'est là où tu peux commencer à avoir effectivement des biais dans tes choix en te disant, de toute façon, j'ai pas le choix de faire ce partenariat-là. Il faut absolument que je sorte une vidéo qui fonctionne parce que sinon, je pourrais pas payer mon loyer. Et c'est pas, et je pense que c'est pas du tout ce qu'il faut rechercher, en tout cas, pour moi. Et d'une manière générale, quand tu te lances sur YouTube, il faut pas aller chercher de suite la célébrité et gagner des millions d'euros, quoi, parce que ça, il y en a qui arrivent, mais par rapport au nombre de chaînes existantes, c'est très peu. Et pour moi, c'est partir sur des mauvaises bases, en fait. Si tu te lances sur YouTube, c'est avant tout parce que tu as envie de tenter quelque chose et tu as quelque chose à partager sur une thématique. Et puis si après, ça fonctionne pour toi, tant mieux. Mais partir de suite à la course au partenariat, etc., c'est un moyen de peut-être aussi de performer à très court terme, mais c'est aussi un moyen à long terme de perdre ta communauté. Et c'est là où c'est vraiment une vraie fierté aussi, c'est que je pense que tout comme vous, moi sur mes 11 500, tiens, je vais regarder, je crois que je suis à 11 532, j'ai jeté un coup d'œil avant de venir, 11 531, il y a peut-être 5 personnes que je connais. Tu vois, j'ai jamais demandé en masse aux personnes de s'abonner. Donc tu te dis, chaque abonné, c'est vraiment quelqu'un qui est venu pour ton contenu. Et ça, c'est vraiment valorisant. Nous, on se connaît tous, et tout le reste, en fait, ils ne nous aiment pas, donc ils ne viennent pas. Donc, oui, d'accord. Écoute, tu as de la chance, mais 2000 personnes, ça ne doit pas être évident à gérer tous les jours non plus, 2000 contacts au quotidien. Non. Alors, je parlais plutôt sur Twitch que sur YouTube, non, évidemment. Mais il y a pas mal d'échanges sympas, et c'est vrai qu'il y a aussi, tout comme toi, pas mal de messages qui reviennent. C'est vrai qu'on est aussi sur les réseaux sociaux et c'est cool. Voilà. Ah, ça grésille. Un petit peu. Ne bougez pas, 2 secondes. Je te reçois 2 ou 3 là, j'ai envie de dire. Hop. Alors, est-ce que c'est mieux là ou pas? T'as mangé des cigales ou quoi? Ouais, c'est non, possible. Non, plus carrément. Et le sud. Voilà. Est-ce que c'est mieux ou pas? Vous allez me dire. Oui. Comme quand une radio grésille, on garde le cap, machin, il n'y a jamais de bug. Non, normalement, non. Ok. De toute façon, là, on arrive 22h03, local. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'en profiter pour tourner la dernière page de l'émission et de faire la foire aux questions remise de gaz. Posez vos dernières questions et puis on va en poser une chacun. Comme ça, les amis, je vous laisse réfléchir. Hein. Cynthia, Nico, vous trouvez une question là et puis on en parle tout de suite après le jingle.
La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. La dernière partie de l'émission avec Jean-Hugo et la chaîne Cockpit. Est-ce que c'est meilleur, Julot? Good? Oui, good, c'est bon, parfait. Allez, on démarre avec la question de... Qui est-ce qui l'a trouvé en premier, Nico, Cynthia? Non, mais là, c'est parce que tu fais aussi des vidéos sur la pratique, parce que là, il y en a une, c'est sortir au bon cap. C'est pas de la théorie, ça. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, t'as trouvé là. Non, mais je pense que si je l'avais fait, c'est parce que c'était des thèmes faciles à traiter. Et c'est une capsule, ça, il me semble. J'avoue, je connais pas toutes les vidéos par cœur non plus. Mais... Donc, je crois qu'on était sur la période de Noël et que je m'étais dit, je vais essayer de faire une vidéo d'1 minute par jour. Ça se fait beaucoup, ça. Bon, comme d'habitude, j'avais pas tenu le rythme, je crois. Donc, du coup, je les avais espacés, mais c'était un format que j'avais apprécié. Et donc, il me fallait des thématiques relativement courtes. Et donc, le but, c'était plus de donner des petits mnémotechniques ou des petits tips qui, effectivement, sont un peu plus liés à la pratique qu'à la théorie. Ok. Moi, j'ai une question. Du coup, tu parlais on t'entend plus, Cynthia, par contre. Je pense que c'est reparti pour un tour. Attends, je vérifie quand même que... Ah, toi, tu l'entends? Ouais. Moi, je l'entends plus. Je regarde ma barre de réseau, elle est bonne. Est-ce que c'est de ma faute? Bougez pas, hop. Vas-y, Cynthia, vas-y. Ouais. C'est bon, ça y est, c'est bon, je t'entends. Ah, parfait. C'est revenu. J'allais demander, donc tu cherchais, tu disais potentiellement des partenaires pour t'aider, enfin pas des partenaires, c'est plutôt des camarades pour t'aider dans tes chaînes. Est-ce que, là c'est le moment, hein, si tu fais un appel à candidature, quel type de personne tu chercherais, qu'est-ce que tu attends de cette personne, qu'est-ce que aussi, ça c'est la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider à avancer pour ta chaîne YouTube et pour ta formation de pilote? Voilà, ça fait beaucoup de questions là à répondre. C'est une vaste question, hein, c'est bien compliqué. Non, mais l'idée, je pense que l'idée est plus pour parler de cockpit. À court terme, ce serait vraiment quelqu'un pour partager que ce soit tous les aspects de la production, hein, que ce soit l'écriture, éventuellement la thématique, peut-être même passer face à la caméra pour aborder d'une autre manière certaines choses, qui puisse donner peut-être un coup de main au montage. Et puis surtout qu'il soit dans cette philosophie, on va dire, qui est la mienne, et pas forcément partir de suite vers complètement autre chose, à savoir parler de l'aviation, par exemple militaire, qui est pas du tout une thématique. Là encore, c'est très bien traité sur Internet et ça correspondrait pas à la chaîne. C'était plus dans l'idée d'avoir potentiellement, effectivement, une connaissance ou un ami dans un premier temps qui aurait pu venir avec moi et grandir dans le projet ensemble. Après, s'il y a des personnes qui ont des choses à proposer, pourquoi pas, hein. Moi, je suis toujours preneur sur des idées, mais je veux pas non plus faire d'appel à candidature et pouvoir les décevoir en leur disant finalement non, ça matche pas. Donc je pense qu'il faut que je me pose et que je réfléchisse à ça. Mais en tout cas, si c'est vrai que des duos sur YouTube, il y en a pas mal. Pas forcément que sur le YouTube humoristique, hein, mais même sur l'aspect pédagogique. Mais voilà, peut-être proposer un contenu différent sur du short, à voir. Tu sais que c'est un de tes followers qui est passionné, qui a envie de te donner un coup de main, là, peut-être que c'est... Bien sûr, bien sûr. Après... C'est sûr. Après, je veux pas non plus, je veux pas passer. Enfin, s'il me dit super, moi je peux te faire tes montages ou quoi, c'est génial, mais je veux pas non plus, abuser, de son temps. Il faut vraiment que ça vienne d'une volonté d'adhérer à un projet, et de grandir et pas simplement de faire plaisir à quelqu'un que l'on apprécie. Donc ça, c'est de faire une équipe. Voilà, exactement. Et c'est vrai que c'est un peu la difficulté aussi quand tu commences à avoir ce type de notoriété, j'ai envie de dire, c'est que si je passe demain un appel à candidature sur ma chaîne, je sais forcément que j'aurai des réponses, mais
Mais je veux que ce soit fait dans le bon sens et pour eux et pour moi, pas simplement juste l'occasion de faire plaisir à un youtubeur, quoi. C'est ça la grosse difficulté. Et pour donc la licence enfin voilà, je sais pas, l'idée, ça serait de m'aider à faire grandir justement ma communauté, peut-être, pour qu'ils s'abonnent aussi et qui peut-être qui partagent un peu plus. Pour peut-être que si je pourrais mettre en place un deal, hein, tous les revenus liés à ma chaîne YouTube seraient mis en place au fait que je devienne instructeur, pourquoi pas, hein, ça peut être un moyen de motiver les personnes à donner. Mais on peut appeler aussi les gens qui nous suivent là, hein, si vous voulez donner un coup de main à Jean Hugo, on peut vous mettre en contact, il n'y a pas de problème. Hein. Mais sur Discord, il y a moyen d'échanger justement. Carrément, écoutez, tout le monde, tout don sera la bienvenue. Je vais lancer une cagnotte. Mail de cockpit instructeur ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais effectivement, ça serait l'idéal. Après, c'est pareil, c'est vrai que depuis quelques temps, là maintenant, je peux avoir le bouton rejoindre sur YouTube qui permet de s'abonner à la chaîne de manière payante. Bon, c'est 1 € par mois, c'est pas grand-chose. Mais tu te dis effectivement, si tu avais ne serait-ce que la moitié de mes personnes qui me suivent, qui donnaient 1 €, je pense que la formation serait vite financée. Mais on le sait très bien, il faut en avoir conscience aussi quand on se lance sur YouTube. C'est un média qui est gratuit, à la fois pour les viewers et à la fois pour nous. Je veux dire, donc on peut pas. Il y a des youtubeurs qui lancent des coups de gueule comme ça en disant oui, tout ce que je fais, et puis ça me rapporte rien. Mais en fait, je trouve ça pas sain dans le sens où voilà, faut pas oublier qu'on se met sur un média gratuit, que c'est une obligation pour personne de devoir payer. Et puis si j'avais décidé de mettre mon contenu, je sais pas, à 10 € par mois, j'aurais peut-être 4 fois moins d'abonnés. Est-ce qu'il le vaudrait vraiment? Donc voilà, faut avoir conscience de tout ça. Donc tant mieux si un jour il se passe de belles choses grâce à YouTube, mais pareil, voilà, je veux pas je veux pas donner l'impression de forcer un peu la main à ma communauté. Voilà, c'est pour ça que nous on opte ça, on fait des petits rappels en début d'émission. En disant, voilà, vous avez la possibilité c'est pas obligatoire, ce sont les envies. D'ailleurs, on remercie toutes celles et ceux qui le font, parce qu'il y en a qui le font assidûment. Et ça nous fait plus plaisir quelque part qu'ils le fassent dans la démarche que du montant qu'ils mettent en face quelque part. Voilà, bien que tout soit important, puisque c'est ce qui nous permet aussi de développer tout ce qu'on a autour de nous. Et je pense que pour toi, c'est pareil. C'est exactement ça, et c'est vrai que tu disais ça, mais moi, par exemple, typiquement, je n'ai jamais appelé dans mes vidéos à quelqu'un à s'abonner, à liker et à commenter, quoi. C'est le truc que dès que tu débutes sur YouTube, tout le monde te dit il faut que tu prennes le temps de le faire. Personnellement, en tant que consommateur YouTube, je me suis jamais abonné parce qu'on me l'a demandé. En fait, je me suis toujours abonné parce que le contenu me plaisait, et donc je pars de ce principe-là. Encore une fois, le but c'est pas non plus de prendre les gens pour des truffes, et voilà. Donc s'ils aiment ce que je fais, ils peuvent s'abonner, et puis si après ils veulent m'aider à aller plus loin, ils peuvent aussi faire une participation financière, mais ça doit, ça doit pas être l'objectif principal qui guide une chaîne. Pour moi, c'est pas ça. Tu vois, t'as déjà convaincu Philémon, hein. Il dit c'était sympa, on se reparle sur ta chaîne dès que j'aurai un peu de temps pour me plonger dans tes exposés passionnants. C'est cool. Voilà, c'est pareil, quand je vois une chaîne YouTube, puis bon, il y a des sujets qui m'intéressent, je regarde le sujet, quoi. Puis quand je vois les personnes qui sont tout le temps en train de dire abonnez-vous, etc., ouais, non. Je sais pas tout le temps. C'est ça. Puis il y a une temporalité pour le dire aussi, hein. C'est vrai. Oui, voilà, là, c'est à chaque vidéo, quoi. C'est abonnez-vous. C'est ça. Puis on passe au sujet, mais fais ton sujet et après je verrai, quoi. Alors, chaque vidéo, c'est normal parce que si tu tombes sur une personne qui voit une vidéo, il faut qu'elle soit rappelée. Mais après, on va éviter de le rappeler toutes les 5 minutes. C'est sûr. C'est sûr. Et puis après, c'est des stratégies qui sont pas forcément tout le temps bien adaptées, parce qu'il faut se dire, il y a quand même 2 types de YouTube, quoi. Tu as vraiment un YouTube fun et divertissement qui a pas du tout les mêmes codes qu'un YouTube un peu plus tuto et pédagogique, dont j'essaye de faire partie. Et c'est vrai que je trouve que ce serait malvenu, quoi. Tu vois, toujours en permanence, abonne-toi, vas-y, clique là sur la cloche et puis mets des commentaires, ça aide au référencement. Je pense que les personnes l'entendent assez, et si elles ont envie de le faire, elles le font naturellement.
Ok. Après, on peut rajouter, vas-y, abonne-toi, parce que là, sinon, je mange pas demain midi. Et puis... Exactement. Il y en a qui le font, tu vois. Avec le mouchoir. Oh là là, en bas, là. C'est pathétique. Mais après, c'est vrai que bon, c'est voilà, chacun sa méthode, mais c'est pas le genre de choses que moi je ferais ni à titre perso, ni à titre de youtubeur, ni à titre pro. Enfin voilà, c'est pas une espèce de chantage émotionnel comme ça, c'est pas forcément adéquat, quoi. En tout cas, c'était sympa de découvrir l'envers du décor, ta personnalité, de te voir aussi dans un cadre un peu différent de celui qu'on a l'habitude de te voir dans tes vidéos. Donc encore merci à toi de t'être prêté au jeu. Et puis, parce que c'est vrai qu'on a parlé au début, je sais pas trop. Puis finalement, ça y est. Donc j'espère que tu ne regrettes pas. Non, mais pas du tout. Mais tu vois, au final, c'est passé hyper vite. Parce que je m'étais dit, mais 1 heure, qu'est-ce que je vais la raconter pendant 1 heure? Enfin, j'ai pas grand-chose, tu vois. Et puis finalement, c'est passé assez rapidement. Et puis l'expérience du live, pour répondre une fois à la question qui était posée, elle est pas si mal finalement, tu vois. Je pense qu'il y a un contenu intéressant à développer qui est différemment, mais ça peut être intéressant. Ça donne envie en tout cas. De toute façon, dès qu'on est derrière un bar, le temps passe très très vite. C'est ce qu'on peut retenir. C'est vrai. Surtout ici. C'est vrai aussi. Donc, mais écoute, non, en tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. J'ai passé un très très beau moment. Eh ben, c'est partagé. Alors, on va te retrouver juste après pour le mot de la fin, mais juste avant... Oui. Ça y est, c'est le moment, un des moments que vous attendez tous. On va découvrir ensemble la programmation du mois de mai. Cynthia dit, ouais, il n'y a pas eu de sub, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai pas été super au niveau sub là, je pense. Je sais pas combien vous en avez en moyenne, mais... En fait, c'est très variable, donc voilà, on se fixe plus là-dessus et on s'oriente sur le contenu. Donc, vous ne serez pas vexé. C'est pour taquiner nos... Voilà, allez, c'est parti, on voit ensemble la programmation de ce mois de juin, parce que j'ai dit mai, c'est pas mai, mais c'est fini, donc c'est le mois de juin. Allez, c'est parti, on met la petite incruste. On va commencer par quelque chose qui va plaire à nos amis militaires, pilotes de chasse, streamers et puis même simulateurs, on va dire, puisque le mercredi 4 juin à 20h30, nous aurons le plaisir d'avoir en visio les 2 personnes qui se cachent derrière Fly and Fight. C'est Tao et Judicaël, Benoît et Judicaël, qui seront avec nous pour nous parler de Fly and Flight, combat aérien virtuel. C'est des structures aussi qui sont proposées aux entreprises, aux passionnés de combat aérien, et non des moindres, puisqu'il y en a un, Judicaël, à droite sur la photo, qui est préparateur physique, qui travaille avec des pilotes de chasse dans les armées pour que tout le monde soit au top physiquement, puis à gauche, c'est un des présentateurs du Rafale Solo Display, Tao, qui était le prédécesseur de Marty de mémoire. Donc ils seront en direct avec nous la semaine prochaine. On parlera justement de la façon de faire du combat aérien virtuel, notamment sur DCS. Vous connaissez peut-être le logiciel de simulation. Et à travers ça, on parlera de leur parcours et puis de ce qui les a amenés à faire aussi de la simulation à destination des entreprises. Donc ça devrait être un sujet assez intéressant. C'est la semaine prochaine à 20h30. On continue avec le vendredi 13 juin. Alors ne voyez aucune allusion au vendredi 13. C'est pas fait pour vous porter malheur. Surtout qu'on va parler de médical puisque nous aurons le plaisir de recevoir le premier médecin aéro. Alors il est déjà passé dans Push to Talk. Mais là on va l'avoir vraiment ici, au bar de la zone, pour parler avec lui des fameuses classes médicales aéro. Parce que c'est aussi un des sujets qui est sans arrêt abordé. Ah oui, le médical, si ça, on va démystifier tout ça avec lui et il va venir nous répondre, classe 1, classe 2, à quoi il faut faire et vous pourrez lui poser toutes vos questions. Il sera avec nous. Je passe la classe 1 initiale le 12. Et ben voilà, le 12, ce sera la veille du 13. Donc tu pourras confirmer que ce qu'il dit, c'est la véracité des choses, Lufthansa. Donc c'est à 19h30, retenez la date, 19h30, le 13 juin, avec Hervé Soladjes, médecin aéronautique et médecin du sommeil. On pourra même en profiter pour parler de l'impact de l'un sur l'autre. Ensuite, on va continuer ce mois de juin avec le 16 juin. Natacha, Nico, ça te parle ça, hein, la BD Natacha, qui est en train de regarder justement Push to Talk. Voilà, donc ceux qui regardent les BD connaissent la ref, hein.
Donc Push to Talk le 16 juin 20h30 et comme d'habitude quand l'émission a lieu, on vous propose le sujet sur le Discord avec toute l'équipe de Push to Talk. On continue avec le 18 juin 2025 à 20h30, ça sera en visio, il est belge, il s'appelle Fabien et il viendra nous voir puisque son job c'est de charger ou de s'occuper du chargement des avions cargo, on voit 747 là-bas derrière, et l'idée c'est de savoir un petit peu quel est son quotidien, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que les équipes tournent, c'est du H24, et puis comment est organisée, on va dire, une société qui gère du fret dans les avions. Ça doit être un sujet un petit peu différent, puisque on va parler de ce qui se passe au sol avant de partir en vol. Fabien est avec nous, et en plus de ça, pour couronner le tout, il est streamer, et en plus, il fait aussi du flight sim. Donc on parlera de tout ça, de ses passions avec Fabien Scaillé. Donc c'est le 18 juin à 20h30. On continue ce mois de juin avec le 23 juin. C'est une autre chaîne YouTube, vous la connaissez peut-être. C'est Corentin qui vient nous voir, il est pilote d'hélico. L'excellente chaîne Low Fuel qui sera avec nous pour parler hélicoptère et puis médias, instruction, formation d'hélico. C'est Corentin qui sera avec nous le 23 juin. C'est un lundi à 20h30. On continue. Et là, Cynthia va nous dire, ah bah oui, il revient. C'est notre ami Dylan, le 25 juin à 20h30. Partie 2. Vous avez été nombreux à nous dire l'émission qu'on avait faite sur la préparation du nav VFR, c'était bien, on voudrait aller plus loin. Bah écoutez, voilà, retenez la date, 25 juin à 20h30, c'est Dylan qui reviendra nous voir. Il est instructeur CPL, on avait parlé de la préparation du vol, on va voir le suivi maintenant du vol avec Dylan, donc n'hésitez pas à venir nous voir et puis vous pourrez continuer de lui poser toutes vos questions, vous étiez nombreux la dernière fois. Et puis on terminera ce mois de juin avec le 30 juin 20h30, messieurs Tanguy et la Verdure qui sont derrière leur poste à regarder Push to Talk puisque ce sera le dernier Push to Talk du mois de juin avec les chroniqueurs et toujours pareil, la possibilité pour vous qui regardez l'émission d'intervenir en audio sur l'antenne avec un lien qui vous est passé et tout le monde peut échanger, discuter, c'est un petit peu la libre antenne de l'aéro, c'est Push to Talk dans la zone aéro. Voilà, j'ai fait le tour du mois de juin 2025 et vous connaissez maintenant toute la programmation que vous pouvez retrouver évidemment sur Discord et à chaque fois sur les réseaux sociaux avec la bande-annonce et Arline, notre voix off, qui prépare ça très bien. Ben voilà, la présentation est faite. J'espère que le programme vous plaît. Ouais, du dogfight dans l'air apparemment. Ah oui, la semaine prochaine, oui. Voilà, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Allez, le mot de la fin, on va te laisser le mot de la fin, Jean-Hugo. Hein. Voilà. Non, bah écoutez, moi j'ai passé un très très beau moment en tout cas, et puis je vous souhaite encore de belles aventures. Le programme pour le mois de juin a l'air très beau. La chaîne Low Fuel notamment que je suis, c'est une chaîne que j'apprécie énormément, qui me ramène à mes premiers goûts pour l'hélicoptère. Et puis je serais ravi si à l'occasion se présenter de passer à Nîmes et éventuellement connaître le bar en physique. Et ben voilà. Et même de revenir à l'occasion. Avec grand plaisir. Discuter avec vous parce que j'ai passé vraiment un super moment. Hein. C'était très 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 agréable. Et ben voilà, le plaisir est partagé. Nico, Cynthia, on t'entend pas, Cynthia, t'es mute. Ben oui, exactement. Ça démarre. Non, ça marche plus. Vous m'entendez? Mais pourquoi ça marche plus? Moi je l'entends. Nous, enfin c'est bizarre, moi je l'entends pas. À chaque fois, mais c'est bizarre, pourquoi ça change? Attends, bouge pas, Cynthia. Tu m'entends mieux quand je suis à côté de toi, c'est ça? C'est bon, vas-y voir. Là, moi je ressens plus rien. Là. Bon. C'est pas grave, vas-y Cynthia, moi je t'entends pas, mais c'est pas grave, les autres t'entendent, profites-en. Non, je disais, tu m'entends mieux quand je suis à côté de toi, peut-être. Ah oui, ça y est, c'est bon, j'entends là. Tu reviendras discuter de sujets avec nous, avec grand plaisir. On trouvera des thématiques et comme ça, tu viendras sur la nouvelle saison. Allez. Et ben voilà. Pas de problème. Pour la rentrée. Volontiers. Mais vraiment, sincèrement, c'était une expérience. J'avais un peu d'appréhension sur le côté live et puis finalement, c'est vrai que vous savez bien. Voilà, c'est hyper chaleureux et puis vous savez bien mener la chose, donc c'est super agréable. Et Nico, il manquerait plus qu'on morde. Il manquerait plus qu'on morde. Non, c'est pas ça, mais j'avais vu notamment, je sais plus, dans vos descriptions de profil, il y avait des petites jauges, vous savez, je sais plus sur quel profil, il y a celui qui arrive à faire parler les muets avec la jauge à fond.
Allez, c'était moi, je dis ça. pas que je suis d'une nature muette, mais c'est vrai que c'est pas la même chose de parler en live que d'avoir un texte plus ou moins préparé face à une caméra. Mais t'as échappé parce que Nico il met des fessées, lui. Alors, quand t'as à choisir... Hein. Ah, je mets des fessées, moi. Oui, à Combat d'As. Ah oui, non, mais là, oui. Oui, voilà. Faut pas m'embêter là-dessus, là. Puis Cynthia, c'est chocolatine, sinon t'es mort. Donc voilà, c'est vite. Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux teams là-dessus. Bon, je suis plutôt originaire du pays du pain au chocolat. Il y en a qu'une team, mais bon, l'autre... Bien, bon, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle que vous pourrez la retrouver évidemment sur YouTube dans 15 jours. Primeur aux abonnés qui sont sur Twitch, c'est un petit cadeau qu'on leur fait. Vous avez la possibilité de retrouver cette émission en replay dès maintenant, pendant 14 jours, et au 15e, l'accès libre à tout le monde sur YouTube, évidemment. Merci Julo pour les liens, les différents liens de la zone aéro. Eh bien, c'est Facebook, c'est Instagram, TikTok, etc. Vous avez le Patreon pour celles et ceux qui veulent devenir patron de la zone, discuter avec nous, avoir des petits contenus exclusifs. Avoir un autre petit levier d'échange, tous ensemble, c'est Patreon. Et puis, vous avez tout ce qui va bien pour pouvoir vivre Zone Aéro, si vous le souhaitez. Les podcasts aussi qui sont mis en ligne par notre ami Julo sur toutes les bonnes plateformes. Vous pouvez réécouter les émissions dans votre voiture avec les podcasts. La boutique pour tous les petits goodies pour cet été, profitez-en. On va avoir les super t-shirts de Francky, je sais, on en parle depuis un moment. Mais ça arrive. Normalement, mois prochain, ça devrait être bon. Parce que peut-être il y aura une surprise, d'un coup, pam, il y aura un t-shirt qui va apparaître. Il y a un t-shirt qui va arriver, mais en plus ils sont chouettes, donc on en reparlera. Discord évidemment pour continuer les échanges pendant toute la semaine, c'est accessible à vous, donc allez faire un tour, il y a plein de choses super sympas. Et puis Hello Asso aussi qui existe pour soutenir l'association qui encadre la zone aéro. Voilà, j'ai fait le tour, ça y est, ouf. Maintenant, je vous propose de lancer le générique de fin, restez avec nous, on va partir faire un raid sur une autre chaîne. On bascule toute la communauté, vous envoyez les icônes comme d'habitude, Julo va les poster dans le chat. Faites un copier-coller, envoyez les icônes, et comme ça, les gens savent que la zone aéro débarque. Hein. Merci Julo, merci à toutes et tous, merci à la modération aussi d'avoir été là. Cap sur le générique de fin, et prochain rendez-vous avec la zone. C'est pas vendredi puisqu'il n'y aura pas Push to Talk, ça sera mercredi prochain avec Cynthia, peut-être Nico aussi, au bar de l'autre bar. Voilà. L'autre bar. Merci encore une fois Jean-Hugo, longue vie à Cockpit. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. À la prochaine, fly safe pour ceux qui veulent. Et à plus. Ciao, bye bye. Ciao. Salut à tous. La zone aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe. La zone aéro, l'émission. La zone aéro, l'émission. Welcome aboard, approximately 2 hours.